Je me présente, Morgane Colombert, donc je suis enseignant-chercheur au sein de l'École des ingénieurs de la ville de Paris et au Lab Urba, qui se trouve en grande partie ici. Et donc aujourd'hui, donc comme je disais, on va aborder cette question du bâtiment à énergie positive, du quartier à énergie positive, puisqu'aujourd'hui il y a une volonté quand même d'accélérer et d'augmenter le nombre de bâtiments à énergie positive. Ça pose beaucoup de questions sur la définition, les limites du système étudié, les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. La ville intelligente donc, est souvent présentée comme un moyen pour atteindre ces objectifs de bâtiment ou de quartier à énergie positif, pour un peu comme une réponse aux problèmes des ressources, aux défis de la sobriété énergétique. Et donc ça nous interroge sur la définition, les contours, les acteurs de ce quartier à énergie positif. Donc, pour intervenir aujourd'hui, donc autour de la table, on a une table ronde assez conséquente, puisqu'il y a 6 intervenants autour de la table. Donc, je vais présenter très succinctement. Et ensuite, la première question permettra sans doute de les présenter. Ils se présenteront de façon plus importante. Donc, on a Frédéric Bourquin, donc qui est directeur du département composants et systèmes à l'IFSTAR. Nous avons, je vais essayer de faire dans l'ordre à partir de moi, Yann Grimbert, donc directeur du programme alors Energy for Buildings ou énergie pour le bâtiment, donc à la NTU de Singapour. Nous avons ensuite David Werner, donc qui est Chief Technical Officer, c'est ça, chez Cameo Energy, qui représente un peu le monde de l'entreprise sur cette table ronde. Nous avons ensuite Elief Nefzaoui, donc qui est enseignant-chercheur à l'Essier, donc qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous avons ensuite Taoufik Swami, donc qui est co-directeur de l'école d'urbanisme de Paris et professeur au LATS. C'est bien ça. Et pour finir, nous avons donc Jean-Pierre Lévy, donc qui est directeur de recherche CNRS et également donc chercheur au LATS. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas, donc LATS, c'est pour Laboratoire Technique, Territoire et Société. Voilà. Donc je vais commencer directement sans trop d'introduction à cette première question, et puis je vous demanderai de vous présenter peut-être un peu plus longuement vos thèmes de recherche et comment ils interrogent le sujet de la table ronde. Donc cette première question, qui était assez longue, que j'avais intitulée de la façon suivante. Donc on avait un rapport de l'ADEME qui est sorti en début d'année sur le retour d'expérience sur les îlots et quartiers à énergie positive. Et c'est vrai qu'il mettait en avant différents leviers, tant du point de vue de l'opération d'aménagement que de la gestion de l'énergie pour atteindre cette performance énergétique. Mais là, moi, je vais vous interroger, vous, sur ce quartier à énergie positive et la façon dont vous le définiriez. Quels sont pour vous les moyens pour aller vers des quartiers à énergie positive? Et puis peut-être, pour avoir des choses un peu précises, quels sont les éléments auxquels il faut penser et ne surtout pas oublier si on pense quartier à énergie positive? Alors, j'ai pas forcément fait de tour de table. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer, ou est-ce que je joue mon rôle de prof et puis je désigne l'élève qui devra répondre en premier à la question? Sinon, je commence. Allez. Oui, ça, c'est ça quand on est bien placé. Hein. Voilà. Ça, c'est. Alors, donc Frédéric Bourquin, donc je suis effectivement à l'IFSTAR. Je suis également à temps très partiel à Efficacity, hein, voilà, dans le programme qui traite évidemment de ces questions. Donc, s'il y a des gens d'Efficacity. Il y en avait pour plusieurs la session précédente, donc ils connaissent ces questions beaucoup mieux que moi. Alors pourquoi je suis ici, à part le hasard effectivement et le plaisir d'être avec vous, je fais pas mal de maths en gros. Sur finalement l'usage des données qui sortent des capteurs et l'usage des modèles, développement de modèles, ça s'appelle l'assimilation de données, ce genre de choses, pour comprendre finalement la thermique des bâtiments par exemple, hein, également la qualité de l'air, ce genre de choses. Voilà, on a pas mal travaillé et pu créer une équipe qui a notamment contribué finalement à la garantie de performance énergétique à travers la Fondation Bâtiment Énergie. On a piloté un certain nombre de projets de recherche
recherche et d'innovation, création de start-up, plusieurs start-up. Voilà. Donc ce sont des sujets qui me passionnent. Et pour ceux qui étaient là ce matin et qui ont entendu l'exposé de Valérie David, donc j'ai eu l'honneur effectivement de proposer ce projet d'éco-quartier 3S, parce que pour moi, quartier, c'est pas une réponse, mais quartier énergie positive, oui, c'est bien, l'énergie, c'est très bien, c'est fondamental, mais c'est une composante de quelque chose d'un peu plus large qu'on pourrait appeler éco, qui a des dimensions encore plus larges. Ça, c'est pour la présentation. Là. Je pense que je vais prendre 2 minutes pour donner quelques premiers éléments et puis revenir ensuite. Donc, il me semble que dans un quartier positif, il ne faut pas négliger, alors parce que souvent on dit on a des datas, on regarde si ça marche, etc. Mais il ne faut pas négliger en fait l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire et notamment la construction et la déconstruction, puisque si on s'achemine vers des bâtiments, vers des quartiers qui consomment peu, du coup l'énergie qu'il aura fallu pour créer ce quartier ou pour déconstruire le quartier précédent ou construire le suivant, eh bien deviennent tout à fait non négligeables, deviennent très importants. Voilà. Donc ça c'est très important. Deuxième message pour l'instant, mais si on refait le tour, c'est peut-être aussi de regarder le quartier autrement, c'est-à-dire que de changer peut-être ou d'hybrider les fonctions. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait qu'un bâtiment, on vit dedans, etc. Et que par exemple une voirie, ça sert à se déplacer. En fait, ça c'est une vision un peu ancienne, peut-être, et les concepts qu'on essaye de mettre en avant aujourd'hui visent à finalement à hybrider finalement les fonctions. C'est-à-dire par une voirie, c'est un composant énergétique. Voilà, ça sert à l'énergie. Ça sert pas qu'à ça évidemment, mais quand on sait que par exemple, ça j'ai appris à l'EVP que 30% de la surface de Paris c'est la voirie, on se dit on a un formidable gisement énergétique, albédo, etc. Je vais m'arrêter là sinon. On les fait donc un par un. D'accord. Ok. Bonjour, je m'appelle Yann Grimbert, donc je travaille à Singapour dans l'université NTU, Nanyang Technological University, et mon rôle, je travaille dans un institut de recherche sur l'énergie et je suis responsable de la partie building. En gros, toutes les solutions qui peuvent sauver l'énergie dans le building, avec une extension district sur la partie Singapour. Je voudrais juste par rapport à cette question. Et vous m'excuserez si je fais, alors je m'excuse à chaque fois quand je dis ça, mais je fais du franglais. Donc excusez-moi si je mélange l'anglais et le français dans mes phrases. J'habite depuis 12 ans en Asie et j'ai tendance à perdre mon français. Oui, ce que je voulais dire, c'est que une composante que je voudrais apporter, qui n'est pas forcément technologique, parce que je pense que différents intervenants ont parlé peut-être de l'aspect technologique du bâtiment ou du district énergie positive. Ce que je voudrais apporter comme réponse, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier, l'utilisateur. On a tendance à toujours dire oui, il faut faire des façades innovantes, rajouter tout ce qui est équipement clim, chauffage ici, lumière, etc. Oui, on le sait tous, et peut-être mes collègues ici en parleront peut-être mieux que moi, mais je voudrais vraiment insister sur l'aspect l'utilisateur est très important. Il y a beaucoup d'études dans le monde qui ont dit que, en tout cas sur l'aspect building, le fait juste d'informer les utilisateurs comme quoi il faut éteindre la lumière quand on part, fermer la clim, le chauffage, etc., ça peut sauver pratiquement de 10 à 15% d'énergie. Donc sur l'aspect dimension district, quand on apporte une réduction sur l'aspect building et après quand on intègre les espaces urbains, public space autour, je pense qu'il y a quand même un gain significatif si l'humain est informé. Voilà, donc je voulais juste rajouter cette composante qui est pour moi très importante parce que quel est le but de créer un district positif? C'est pas juste pour se faire plaisir de gagner de l'énergie, c'est aussi pour améliorer le confort. Donc c'est pour moi le but de cet aspect, c'est le confort, le wellness, vous appelez ça en anglais, et du coup l'humain doit être au centre de ça. Donc on parle de passive design, de active system, mais également de l'humain qui doit être au centre de ce composant. Voilà, je vais juste rajouter cet aspect-là. Très bien. Bonjour, David Werner, Cameo. Donc, on travaille dans le financement de la rénovation énergétique et aussi sur les aspects d'audit énergétique. Moi, je serais tout à fait dans la lignée de ce qui vient d'être dit, notamment donc sur les aspects cycle de vie global et la prise en compte vraiment du bâtiment et de la consommation d'énergie pour sa construction et pour sa déconstruction. Et
aussi sur la réflexion sur la pérennité de ce bâtiment. Parce qu'on dépense une grosse quantité d'énergie pour le fabriquer, donc il faut aussi que ce bâtiment soit pérenne dans le temps et qu'il puisse être évolutif, prendre en compte des changements d'usage. Et le deuxième aspect, du coup, sur l'utilisateur, sur le consommateur, sur la personne qui va habiter ou travailler dans le bâtiment ou dans le quartier. Là aussi, je dirais que ce rapport de l'ADEME nous montre que lors de la conception de ces écoquartiers, des économies d'énergie, voire des productions d'énergie étaient attendues et que les résultats sont pas au rendez-vous. En fait, il n'y a aucun des quartiers exposés dans cette étude où réellement les économies d'énergie ou les productions d'énergie sont en adéquation avec ce qui était attendu. Voilà. Donc je pense qu'on en revient à l'utilisateur et où c'est vraiment, on a bien pris en compte certainement les aspects thermiques, les aspects enveloppe thermique. Par contre, on n'a pas forcément... Alors, il peut y avoir évidemment des malfaçons ou autres, mais au-delà de ces malfaçons, il y a certainement aussi une mauvaise prise en compte du comportement d'utilisation du logement ou du comportement d'utilisation du bâtiment en règle générale, qui n'est pas forcément qu'un bâtiment de logement d'ailleurs. Voilà. Et donc je pense que voilà, c'est un aspect de recherche moi qui m'intéresse et sur lequel on travaille justement en ce moment avec l'ESI. Et je pense que c'est un des aspects à prendre en compte vraiment lors de l'évaluation et lors de la conception de ces quartiers ou de ces bâtiments. Merci. Merci David. Bonjour à toutes et à tous. Elias Nevzavi, enseignant-chercheur en énergétique à ESSIE Paris. Aujourd'hui, je vais plutôt intervenir en tant que... Je vais parler en termes de retour d'expérience sur deux projets de recherche qu'on mène à l'heure actuelle. L'un à l'échelle du bâtiment et le deuxième à l'échelle du quartier. Alors, le premier implique Cameo, notamment, il implique Livestar, donc des chercheurs de COSIS et du LISIS, notamment Julien Martens, qui travaille justement sur les modèles. Il implique aussi le LAT, donc Jean-Pierre Lévy notamment, et donc il implique deux partenaires socio-économiques, MC Habitat, donc un bailleur social donc de l'agglomération, et Cameo Énergie. Et l'objectif de ce projet, donc en fait, il répond à une interrogation soulevée par David Werner juste avant. Cette interrogation, c'est que la notion de bâtiment à énergie positive est connue, a été donc développée depuis un certain nombre d'années déjà. Et on se rend compte à l'évaluation des projets mis en place que les objectifs prévus lors de la conception du projet du bâtiment sont rarement atteints. Donc l'objectif de ce projet, c'est de comprendre, donc pour le bailleur, quels sont les leviers ou les problèmes qui font que les objectifs qu'il essaie d'atteindre à chaque opération de rénovation énergétique de leur parc font que en fait, ces objectifs ne sont pas atteints. Donc moi j'interrogerai donc le gap qu'il y a entre concept de bâtiment à énergie positive et la réalisation de ce type de bâtiment, à quoi ça mène, à quoi ça apporte. Est-ce qu'on reste sur le concept ou est-ce qu'on reste on s'attache à regarder les réalisations. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième point auquel qu'on pense important à traiter et qu'on essaie de traiter dans le cadre de ces projets, c'est le concept des usagers, ou c'est le rôle des usagers. Donc moi, je suis ingénieur et je travaille dans une école d'ingénieurs. Donc, en fait, les solutions qu'on cherche à apporter très souvent sont des solutions technocentrées. Dans ce projet ou dans ces projets, on essaie de prendre le plus possible en fait, les comportements et les usages. Alors, Morgane, dans son introduction ou dans les questions qu'elle nous avait envoyées, elle a cité donc Shakespeare. Alors, je ne sais plus, c'était et qu'est-ce que la ville sinon les habitants. Alors, je vais citer un illustre architecte du siècle passé, et donc qui disait l'usager, malheureusement, il veut toujours n'en faire qu'à sa tête. Et donc, voilà, en fait, on doit faire avec l'usager. Et cet usager, on va pas... bon, cet architecte, il s'est avéré qu'il avait des tendances un peu trop fascisantes à un moment donné. Et donc, est-ce qu'on va chercher jusqu'à contrôler l'usager et le contraindre? Donc ça, c'est une question aussi qui sera posée par le bâtiment à énergie positive et le quartier à énergie positive. Et enfin, donc, je pense qu'on aura le temps aussi de s'attarder, de s'atteler à la question des techniques qui sont mises en place. Et donc, je pense que c'est la question où
c'est pas la plus triviale, mais qui est la plus souvent abordée. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant. Juste une petite parenthèse rapide. Quand je fais des conférences en Asie, j'ai toujours le temps, je finis souvent mes conférences en parlant un peu de ça, pas du même architecte, hein, bien sûr, mais en disant, alors je suis un peu provocateur dans ce que je dis, hein, donc prenez pas mal, mais est-ce qu'il faut rendre le building smart ou les gens smart? Donc c'est une grande question de balancer ça en fait entre les deux. Voilà, juste. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc Taoufik Swami, école d'urbanisme et de l'ATS. Effectivement, alors en 2 mots, on travaille avec les collègues sur les questions d'aménagement durable dans lequel se posent les questions d'énergie en particulier. On travaille au croisement systématiquement de ce qu'on appelle le technico-spatial, d'une part, le juridique et le financier d'autre part, et troisième volet, la question des usages et des consommations. Alors, à la première question qui nous était soumise, je refais la réponse que maintenant je fais plus systématiquement dans l'incertitude du chercheur. Non, il ne faut pas faire de quartier à énergie positive. Alors, pourquoi? C'est une extension du bâtiment énergie positive. On est bien d'accord, à une autre échelle. Alors pourquoi? Parce que nous on travaille sur les questions d'espace et d'échelle, c'est de faire porter à une échelle, et là on a des retours effectivement d'expérience, à une échelle à la fois spatiale, mais aussi de groupes socio-humains, mais aussi de dispositifs techniques et spatiaux, un certain nombre de performances et un certain nombre d'objectifs que cette échelle n'est pas tout à fait capable de supporter. Je vais donner juste deux points d'argumentation pour finir de susciter le débat. La première chose, c'est que ça demande un effort extrêmement important. Alors non seulement technique, mais financier. C'est-à-dire, grosso modo, arriver à réduire des consommations d'énergie à l'échelle de quartier pour aller diviser par 2, diviser par 3, on sait que ça représente des coûts financiers. On travaille sur des bilans d'aménagement, c'est pas juste une vue de chercheur. On travaille sur des projets opérationnels, réels, effectifs, et je vais donner quelques exemples. Mais ça demande aussi, ce qu'on ne regarde pas suffisamment, et nous on l'intègre dans l'analyse, des efforts, et donc importants, d'un point de vue sociologique. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue organisationnel, on fait travailler beaucoup d'acteurs, et donc il y a ce que les économistes appellent des coûts de transaction importants. Donc il faut faire travailler à l'échelle de quartier les promoteurs du tertiaire, celui qui va faire l'école, celui qui va faire le réseau, etc. Et les coûts de transaction sont importants. Et surtout après, quand on a mis en place ces systèmes pour pouvoir avoir des quartiers à énergie positive, il y a un coût social qui est celui effectivement alors je parlerai pas nécessairement d'imposition, mais en tout cas d'efforts très importants de transformation d'une partie des usages, des codes d'usage, des modalités d'appropriation de l'espace qui sont coûteux. Alors qui sont coûteux socialement, pas en termes financiers, qui sont coûteux parce que ça demande, par exemple, du temps, ça demande des efforts particuliers d'appréhender ces dispositifs techniques. Et ensuite, c'est un coût social parce que, comme une fois sur 2, on finit par les transformer, ça coûte collectivement à la collectivité de les transformer. Donc il y a un coût qui est à la fois financier, technique, mais aussi social, notamment organisationnel, mais aussi tout le temps qu'on passe à essayer de comprendre tous les jolis butoniaux qui existent à l'intérieur des espaces, ou justement les butoniaux, c'est-à-dire les boutons qui n'existent pas parce qu'on nous a dit que c'était autorégulé. Ce qui m'amène au deuxième argument, et tu vois Jean-Pierre, je serai plus long que toi. Le deuxième argument, parce qu'on observe les 3 dimensions en même temps, pour pouvoir optimiser et donc pouvoir arriver à avoir en tout cas théoriquement les performances, on a tendance du coup à avoir des solutions relativement rigidifiées. Et là, on peut passer la série qu'on a regardée dans le détail, que vous regardez probablement, Isigrid, Ikari, l'îlot à l'air à Marseille, etc. Alors, qu'est-ce que j'appelle rigidifié? C'est pas nécessairement le système technique. Le système technique est fragilisé au moment où, et je ne parle pas de l'usager en tant qu'individu, au moment où les bâtiments ou un certain nombre d'équipements ne fonctionnent pas au taux attendu. Si à Marseille, 1/3 des bâtiments tertiaires ne sont pas occupés, ça va compliquer le fonctionnement du système.
Pour stabiliser à Lyon, à Icari, il a fallu mettre des systèmes tampons. Donc les systèmes tampons permettent effectivement de gérer autrement. Voilà. C'est-à-dire qu'on est obligé de démultiplier les solutions. Et du coup, quand on démultiplie les solutions et les dispositifs techniques, en fait, on rigidifie à la fois le fonctionnement et le mode de gestion. Et donc, ça montre, à notre avis, que cette échelle du bâtiment et du quartier n'est pas pertinente pour résoudre l'ensemble de la problématique énergétique. Elle se traite à une autre échelle. Grosso modo, il y a des équilibres à trouver à d'autres échelles, et ces échelles se réfléchissent à la fois d'un point de vue territorial et spatial technique, mais aussi d'un point de vue social et d'un point de vue socio-économique. Voilà. Merci Taoufik de me tenir le micro. Donc je suis Jean-Pierre Lévy, je suis chercheur au CNRS et je travaille beaucoup sur les questions d'habitat et de peuplement et puis aussi de modélisation des comportements énergétiques. D'où ma participation au projet qu'évoquait Ilyes. Donc moi je suis assez discipliné hein, comme tout le monde. Donc je partirai de la question que nous a posée Morgane, c'est-à-dire quels sont les moyens pour aller vers des quartiers à énergie positive, quels sont les éléments auxquels il faut penser ne pas oublier. Donc je pense que d'abord il faut se demander ce qu'est un quartier. D'abord. Et un quartier c'est quand même un assemblage d'immeubles que l'on met côte à côte, qui fonctionnent de façon autonome ou pas. C'est aussi des espaces publics, c'est de la circulation, c'est aussi beaucoup de biodiversité. Et puis aujourd'hui, donc dans les questions d'énergie positive, sont des quartiers qui s'inscrivent dans les cadres de la transition énergétique. Ce qui veut dire qu'ils sont encadrés par des normes de construction importantes, et puis aussi par des représentations collectives que ce que doit être un quartier à énergie positive. Bon, je pense aux éco-quartiers, c'est-à-dire des coulées vertes, des coulées bleues, des façades végétalisées, etc. Donc, moi, je voudrais plutôt insister sur les risques que cela pose à la ville. Parce que le premier risque, il me semble, c'est que à partir du moment où c'est contraint du point de vue de la construction et que ça renvoie à des représentations collectives de ce que doit être un quartier, le premier risque, c'est celui d'une homogénéisation des formes architecturales et urbaines. Et je cite souvent l'exemple, enfin dans certaines conférences, je prends des slides et je montre les éco-quartiers les uns derrière les autres et qu'est-ce qui ressemble plus à un éco-quartier qu'un autre éco-quartier. Après, ça veut dire aussi qu'il y a là on en a parlé, la nécessité d'une adaptation des modes de vie aux évolutions technologiques qu'on impose à travers les normes de construction. Et on s'aperçoit, tu l'as dit d'une façon ou autre, que les réponses techniques sont souvent insuffisantes sans une adaptation des comportements énergétiques. Et on a souvent des écarts entre l'évaluation des modèles et sur la consommation des bâtiments et les consommations réelles, parce qu'au milieu, manque de peau, il y a les habitants, et que les habitants, ils foutent un peu la panique dans les modèles. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on a une difficulté réelle à conceptualiser globalement la réponse spatiale à différentes échelles, c'est du quartier, du bâtiment au quartier, intégrer la biodiversité, intégrer les aspects constructifs et intégrer les comportements dans tout ça. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de réponse univoque à ce qu'est un quartier à énergie positive, sauf que s'il n'y a pas de réponse univoque, sauf qu'on fait toujours la même chose. Donc, à mon avis, j'ai pas de réponse parce qu'il me semble qu'on est plutôt au stade d'expérimentation matérielle qui m'apparaissent, elles, insuffisantes, que ces expérimentations sont souvent issues des modélisations avec une véritable incapacité à créer de la diversité morphologique et puis aussi à intégrer, et ça tout le monde l'a dit,
les comportements dans les modèles, comportements des ménages qui sont trop souvent utilisés comme des variables d'ajustement, c'est-à-dire le delta qui permet de faire correspondre le modèle à la consommation réelle. Si, c'est bon. Donc, on voit déjà qu'il y a débat sur la définition, les limites et l'intérêt à se poser des questions autour des quartiers à énergie positive. Est-ce que c'est la bonne échelle? Mais par-dessus ça, je vais vous rajouter une autre petite couche, qui est la couche de la ville intelligente. Donc, ils ont eu le temps de préparer un peu les questions, donc c'est pas une surprise. Mais donc, finalement, cette ville intelligente, elle apparaît souvent pour répondre aux problèmes des ressources, de la sobriété énergétique, et donc comme une réponse pour mettre en œuvre des quartiers, ces fameux quartiers à énergie positive. Mais donc pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette ville intelligente? Est-ce que c'est une notion marketing ou est-ce que derrière il se cache finalement quand même une forme de révolution? Est-ce que c'est une utopie ou est-ce qu'à l'inverse c'est plutôt une dystopie? Enfin voilà, quelle est votre position par rapport à ce terme qui, encore une fois, je pense peut provoquer plusieurs réactions et définitions? Alors là, je vais pas forcément faire de droite à gauche. On va essayer de trouver. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de répondre en premier? Est-ce que éventuellement on peut répondre aux injonctions précédentes? Bien entendu. L'objectif étant une discussion, mais je rajoute en plus une couche à la discussion. Et si vous voulez répondre maintenant, je peux quand même commencer par la personne à ma droite. Désolé, oui, mais merci beaucoup. Évidemment, la notion de quartier, d'abord, c'est évidemment quand on dit qu'il y a un quartier, c'est qu'il y a aussi le complémentaire du quartier. Hein, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont en dehors, en fait. Hein, voilà. Donc ça pose aussi une question quelque part de ségrégation. Pour autant, si on oublie la notion de quartier et si on parle de mutualisation, il y a quand même des choses qu'on peut peut-être sur lesquelles on peut investir quand on se met à plusieurs, hein, donc à une échelle plus grande qu'à l'échelle d'un bâtiment. Je parle de la géothermie, par exemple. Hein. Donc, on sait bien qu'il y a un certain nombre d'équipements que l'on ne peut pas se permettre finalement d'acheter, hein, sur lesquels on ne peut pas vraiment investir quand on reste à une échelle individuelle. C'est pas pour autant qu'il faut parler de quartier, il faut peut-être parler de ville directement. Hein, il n'y a peut-être pas de quartier en fait. Hein, voilà. Mais en tout cas, la mutualisation, en tout cas à ce qu'on en comprend, reste quelque chose de bénéfique, de même que ce qui me semble en tout cas bénéfique, mais de même que l'exploitation, si on peut arrêter ce terme, de la mixité des usages. On voit bien par exemple que si on a un ensemble aquatique à côté de bureaux et de bâtiments d'habitation, les besoins énergétiques ne se situent pas forcément aux mêmes heures, voilà, et on peut songer par exemple avec une même installation partagée. Hein, voilà. Donc il y a quand même une question je pense, de partage, mutualisation, aidée par une mixité que l'on n'a pas au niveau individuel. Hein, voilà. Alors je ne sais pas si ça répond à la notion de quartier, ça signifie pas forcément quartier, hein, mais en tout cas c'est une dimension qui me paraît quand même important de souligner. Alors sur les modèles, effectivement, juste un commentaire. Je crois que c'est même pire que ça. Il y a une expérience chez IBM. On a pris ça dans le cadre d'Efficacity où finalement la direction a simplement annoncé que dans le grand complexe américain, ça fait quand même 7000 employés, hein, voilà, ils allaient mettre effectivement un peu d'intelligence. Hein, c'est en fait, en gros, monitorer en gros la facture, quoi, hein, monitorer les usages, température, etc. Et immédiatement, la facture a baissé. Voilà. Ils n'ont rien fait, hein, mais la facture a baissé de 10%. Voilà. C'est pour dire, il y a une anticipation, effectivement, donc voilà, c'est extrêmement puissant, finalement. Donc là, le CAPEX, il est égal à 0. Hein. C'est juste la note d'information. Hein. Voilà. Donc l'investissement, il est nul. Voilà. Je crois que Jean-Pierre voulait réagir. Non, j'ai regardé Taoufik, je lui ai dit tu réponds sur la mixité d'usage, il m'a dit vas-y. Donc non, juste un point de précision. La mixité d'usage, elle n'est pas déterminée par l'environnement bâti, elle est déterminée essentiellement par les caractéristiques et les expériences des habitants. Donc il y a mixité d'usage quand il y a une mixité
il y a une mixité de population. Je dis pas les gens parce que je sais pas ce que c'est les gens. Donc en fait, souvent cette mixité des populations, elle est imposée de façon très arbitraire. Si je prends les écoquartiers par exemple, elle est imposée par le fait qu'on intègre souvent du logement social à côté d'accession à la propriété, et que très souvent, il y a une partie de la population qui a choisi d'habiter ces quartiers à énergie positive, souvent par voie militante, qui cohabitent ou qui coexistent avec des habitants auxquels on a affecté un logement, c'est-à-dire qu'on leur a attribué un logement qui ne sont pas forcément acculturés à l'utilisation des nouvelles technologies, ou qui sont même militants pour l'utilisation de ces nouvelles technologies. Ce qui peut créer donc une diversité de population, mais ce qui peut aussi créer une diversité d'appropriation des technologies à énergie positive. Et les grandes questions sont celles-là. C'est-à-dire qu'on se pose pas, si on parle de quartier, c'est-à-dire on parle d'un périmètre prédéterminé pour une intervention urbanistique déterminée en amont, et ce périmètre étant prédéterminé, on va l'étudier comme tel. Et si on l'étudie comme tel, on va l'étudier avec des populations diverses, et ces populations n'ont ni les mêmes origines, ni les mêmes acculturations, ni les mêmes appropriations. Donc, la question, c'est comprendre ce qui se passe. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe. Et que donc, il faut travailler dessus. Je vais en profiter, je vais profiter du passage du micro. Donc, je vais mettre les pieds dans le plat pour intervenir sur la question technique, de la smart city ou de la ville intelligente ou du bâtiment intelligent. Alors, et qui est une question aussi, alors qu'on rencontre aussi dans nos travaux de recherche. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est la question des moyens à mettre en place pour atteindre le bâtiment à énergie positive. Alors, je vais faire l'hypothèse que c'est un objectif. Même si je n'en suis pas sûr, mais je vais faire l'hypothèse que c'est un objectif pour avancer dans la discussion. Donc, même si je ne suis pas nécessairement convaincu que ce soit la bonne échelle, parce qu'on ne s'intéresse pas ou on ne traite pas de la même façon à un logement individuel où il y a de la surface, où il y a des ressources, et un logement collectif, une tour de je ne sais pas combien d'étages. Donc les ressources mobilisables ne sont pas les mêmes. Donc bâtiment à énergie positive dans l'absolu, je ne sais pas si c'est réellement un objectif. En revanche, en ce qui concerne la question de la ville intelligente, alors pour moi en fait, alors je vais la réduire, même si ce n'est pas uniquement ça, à la question de la donnée, puisque dans la conception la plus répandue de ville intelligente, c'est données plus algorithme. En gros, c'est ça pour essayer de mettre en place en temps réel des stratégies d'optimisation. Alors, la première chose, je pense que le premier volet, au moins celui de la donnée, celui des données est très utile. Très utile, et en fait le rapport que tu citais, Morgane, en introduction, le rapport de l'ADEME le rappelle. C'est un levier fort pour confronter les concepts à la réalité, et c'est un levier fort pour essayer d'identifier les leviers, puisque voilà, si on veut mettre en place une démarche, disons, scientifique et dépasser donc les professions de foi, je ne vois pas d'autre moyen que d'observer, de mesurer pour essayer de comprendre et agir par la suite. Et donc l'instrumentation et la collecte de données, pour ma part, est obligatoire. Après, du moins pour la compréhension. Et là, il y a deux applications à cette instrumentation et collecte de données. Il y a l'implémentation expérimentale sur des projets de recherche en phase d'étude pour comprendre les phénomènes. Et il y a la phase d'implémentation donc dans la vie courante, dans des cas qui dépassent le cadre de l'expérimentation. Donc, du point de vue, donc, je répondrai par l'affirmative dans le premier cas, le cas de l'expérimentation et de la recherche. Je pense indispensable d'instrumenter, de collecter des données pour essayer de comprendre et essayer d'ajuster et de mettre en place, au moins à titre expérimental, des stratégies
des stratégies nouvelles. Et là, ça soulève un certain nombre de problèmes assez importants, notamment dans le cadre de l'existant, puisque en fait, quand on parle de bâtiments à énergie positive, c'est souvent des normes qui sont souvent destinées pour les constructions neuves. Et lorsqu'on s'intéresse à l'existant, c'est très compliqué de mettre en place des stratégies ou de villes intelligentes ou de bâtiments intelligents. C'est très lourd, d'une part techniquement, et d'autre part aussi du point de vue des usagers, puisque un usager qui arrive dans un bâtiment intelligent par définition ou par construction, il sait dans quoi il s'engage, à quoi il s'attend. Il est beaucoup plus compliqué d'aller implémenter de telles solutions dans des bâtiments existants et de convaincre les habitants un par un que de l'intérêt de ces solutions. Et on l'a vu typiquement avec le Linky, dans mon quartier avec des affiches de têtes de mort sur des compteurs Linky. Donc ça peut aller très très loin. Voilà, donc c'était juste pour répondre de mon point de vue, donc du point de vue expérimental et de la R&D, je pense très utile et indispensable donc d'aller vers ce type de solution. Je ne suis pas certain que la réponse soit la même dans un cadre plus vaste et plus large. Oui, il faut me couper, hein, si, voilà. Faut me couper. Oui, bien sûr, mais alors, il y a un bâtiment. Oui. Le bleu fonctionne, oui, mais merci. Oui, il y a un bâtiment à énergie positive juste à côté d'ici, hein, c'est Coriolis. Alors quand tu dis effectivement, quand on rentre dans un bâtiment comme ça, en fait ils avaient froid, dedans, hein, donc, et pendant des années, voilà. Non, c'est ça la réalité, hein, c'est voilà, les gens qui ont travaillé, c'est pas forcément une sinécure, enfin voilà. Et par contre, là où la donnée a permis apparemment de faire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui ils n'ont plus froid, hein, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a un processus d'amélioration, voilà. Effectivement, donc on arrive quand même à comprendre et en gros à piloter, à exploiter autrement le bâtiment. Ça sert à ça. Mais de façon plus générale, est-ce qu'il ne faudrait pas parler finalement alors, on parle plus de quartier peut-être, hein, enfin, alors parlons-en peut-être, mais en tout cas, d'habitation à facture. Facture énergétique à croissance négative, par exemple. Enfin, en tout cas, voilà. Si ça se voyait comme c'est le cas, il y a une expérience comme ça sur certaines îles au large de la Corée, hein, mais ça aurait pu se faire n'importe où on a pu mesurer finalement apparemment la facture, en fait, hein, la facture énergétique que payent les gens. Cette facture a décru de moitié. Voilà. Ouais, voilà. Mais merci. Voilà. Donc à ce moment-là, on voit directement que il y a quand même un effet de ça, et ça c'est lié quand même à un pilotage intelligent. Et il faut forcément de la donnée. Alors on peut appeler ça smart city si on veut. Hein, c'est simplement une gestion intelligente qui produit quelque part, ma foi, une décroissance de la facture pour les gens. Ça peut être intéressant, surtout dans des pays où parfois il y a quand même un certain nombre de gens qui n'arrivent pas à se chauffer. Hein, voilà. C'est juste une remarque. Le micro n'est pas intelligent, il vient pas tout seul. Alors juste une réflexion sur la ville intelligente, la Smart City. On y est confronté de différentes manières. Effectivement, il y a un investissement d'un certain nombre d'acteurs et d'opérateurs d'ailleurs qui ouvre de notre point de vue, qui observons depuis un moment le monde de la ville, qui ouvre vers des acteurs tout à fait nouveaux, en particulier du monde du numérique. En tout cas de mon point de vue, ça renvoie pour moi, hein, donc c'est tout à fait une réflexion provisoire à ce que j'appellerais moi la ville réflexive. Donc effectivement, il y a de la donnée. Pour l'instant, cette donnée dans une mouvance très très dominante rentre dans des modèles où imaginer représenter, en tout cas on imagine qu'elle va être traitée pour effectivement offrir des services qui faciliteraient la vie des urbains et qui optimiseraient le fonctionnement de la ville. On peut avoir un autre regard de ce que j'appelle la ville réflexive, c'est-à-dire des données qui reviennent aux usagers, au groupe humain, comme au sens de la réflexivité, c'est d'abord l'image en retour.
et qui donne donc à mieux comprendre comment fonctionne son espace direct de vie. Quand je dis de vie, c'est à la fois le logement, l'habitat, mais aussi là où on travaille, là où on joue, là où on s'amuse, là où on fait des bêtises, mais aussi le fonctionnement des autres lieux de la ville, même ceux où on ne va pas. Et le fait de renvoyer cette image-là à travers un certain nombre de données positionne différemment le citadin, l'habitant des territoires urbains, et donc peut amener peut-être à dans certains cas rien du tout, parce qu'on ne réagit pas tout le temps aux stimuli des données, mais à imaginer, à adopter, à réfléchir ou à adhérer émotionnellement à un certain nombre de points de vue, de types de comportements, etc. La question pour moi aujourd'hui, là où on est au point de bifurcation, c'est de savoir si ces données, toutes ces informations vont aller alimenter ce qui est un peu l'imagerie dominante, c'est-à-dire on va avoir plein d'applications et d'automatismes nous demandant de faire confiance aux algorithmes, ou si on va renvoyer aux usagers qui en feront quelque chose. En fait, on y a été confronté il y a quelques années parce qu'on a vu arriver sur certains territoires des entreprises comme Cisco, etc. Et ils sont allés avec en particulier des autorités de transport négocier l'accès aux données, ce qui a été difficile pour eux dans certains, enfin c'était aux États-Unis. Ils y ont eu accès et en fait l'ouverture des données a donné plein de réactions différentes qui n'étaient pas nécessairement une optimisation du système de transport, mais qui a été des offres de transport qui étaient différentes. Et donc, soit des entreprises, soit des formes associatives, etc. C'est-à-dire qu'on peut renvoyer cette image-là à travers les données, avoir peut-être de bonnes surprises dans le sens de l'optimisation du fonctionnement urbain. Oui, je vais bien compléter. La ville intelligente, elle ne se résume pas au bâtiment à énergie positive, même si je peux confirmer que dans les espaces de bâtiments à énergie positive, très souvent on a besoin de son chauffage d'appoint pour se chauffer vraiment. Je parle par expérience, pas loin d'ici. Oui, non, ce que je voudrais dire, c'est si on parle effectivement de la ville intelligente, pour moi, c'est une ville qui est quand même traversée par des réseaux numériques qui ont différentes utilités et c'est donc une forte dimension immatérielle. Et il me semble que ça va modifier en profondeur tout ce qui concerne la production de la ville, ses modes de gestion et puis ses usages. C'est important de le rappeler. Et donc ça accompagne aussi un nouvel urbanisme écologique qui est un urbanisme numérique également. Que ce nouvel urbanisme écologique, il empiète aussi l'espace domestique parce que en fait les habitants ils sont obligés un peu de s'adapter au nouvel environnement numérique qu'on lui impose. Et en fait, il me semble que ce qui est important de comprendre, c'est que on parle de ville immatérielle du coup parce que c'est traversé par des réseaux numériques, mais tous ces réseaux numériques, ils ont besoin de récepteurs. Et ces récepteurs, c'est du matériel. C'est très concret. Donc ça peut être des grosses infrastructures quand il s'agit de gérer la ville globalement, mais ça peut être aussi des micro-infrastructures comme un micro-ordinateur quand on a besoin de gérer tel ou tel aspect de sa gestion individuelle. Donc ce qui veut dire qu'au niveau des individus et des ménages, très souvent pour avoir accès à ces réseaux numériques pour pouvoir vivre, parce qu'on leur impose, je ne sais pas si vous voulez faire votre déclaration d'impôt, aujourd'hui vous êtes obligé de passer quasiment par l'ordinateur. Ça veut dire donc qu'il faut que vous ayez d'abord les ressources financières pour acheter l'ordinateur. Et puis aussi que vous ayez une acculturation à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et si vous ne l'avez pas, vous êtes très embêté pour vivre au quotidien. Donc ça veut dire que la ville intelligente,
elle introduit une part de discrimination dans l'accès à la modernité selon qui on est et d'où on vient. Et ça veut dire aussi que ça nécessite, et ça va nécessiter l'introduction de nouvelles règles juridiques dans un futur très proche pour protéger la vie privée des individus face au risque du contrôle social qui va s'effectuer au nom de la régulation énergétique. Et on voit ici et là émerger des résistances qui ne sont pas uniquement des résistances à la hausse du fuel, mais qui sont aussi des résistances face aux compteurs intelligents, on a parlé, mais aussi face aux vidéosurveillances dans les espaces publics, entre autres. Et puis par ailleurs, le dernier point que je voudrais souligner par rapport à cette ville numérique, c'est que du coup ça affecte toute la chaîne de production urbaine et l'ensemble des métiers de la ville. Et on se demande du coup qui fabrique la ville. Parce que entre les ingénieurs comme Elias qui conçoivent des algorithmes et des politiques, les opérateurs, les concepteurs qui les utilisent, qui fabrique la ville, c'est-à-dire qui détermine comment on va orienter la ville, et tout ceci avec un citadin qui lui est sommé de s'adapter aux nouvelles technologies, même s'il doit fragiliser sa liberté individuelle au nom d'une régulation énergétique qui lui est imposée. Merci. Là, je vois qu'on passe presque. Alors peut-être que mon ordre des questions était. C'est vrai que il y avait cette quatrième question sur laquelle je vous interrogeais, qui était sur le fait que se posait la question de est-ce que cette ville intelligente est celle qui se dotera donc d'une infrastructure numérique. On voit que la question des données, elle est souvent derrière, d'une intelligence donc artificielle pour optimiser son fonctionnement, ou justement est-ce que cette ville intelligente c'est celle qui, par la révolution numérique qui s'opère, vient transformer ses modes de faire, ses modèles économiques, sa gouvernance. Donc on a commencé à avoir plusieurs éléments de réponse. Et c'est vrai que cette question de la transition énergétique comme de la ville intelligente, ça modifie ces relations. Les relations, les rôles des acteurs de l'écosystème, aménageurs, énergéticiens, assistants à maîtrise d'ouvrage, bureaux d'études, citoyens, usagers, etc. On voit qu'il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place. Donc je crois que Frédéric voulait réagir un petit peu au débat, mais je pense qu'on a commencé à répondre aussi à cette question, ci Oui, ces questions, effectivement, elles sont quand même très liées. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Ok, très bien. Alors, en fait, on parle de la Smart City au futur, mais il faudrait en parler au présent, en réalité, parce que il y a... alors, évidemment, ce ne sont pas forcément des données que les citoyens se réapproprient. Hein, voilà. Mais quand, par exemple, alors, il y avait tout à l'heure dans la salle Latifa Okelou qui pourrait en parler très bien, mais voilà, quand, par exemple, on voit que certaines villes ont utilisé très largement des données de billettique, hein, donc des données privées pour, par exemple, réorganiser la façon dont les services fonctionnent. À Rennes, par exemple, on a décidé de décaler finalement la rentrée de l'université, parce que c'est une grosse ville universitaire, et ça a permis finalement de réduire très considérablement finalement les encombrements du matin, par exemple. Hein, voilà. Donc ça peut avoir un rôle tout à fait important, très significatif sur la vie au quotidien. Alors, excusez-moi de faire peut-être l'apologie en citant des exemples qui vont bien, évidemment, hein, mais voilà. Mais quand même, mais ça c'est déjà fait. Hein, c'est déjà fait. Voilà. Il ne faut pas en parler au futur. C'est déjà, c'était les années 2013, hein, 2013-2014, je crois. Hein, voilà. Voilà. Donc ça fonctionne. De même, il y a tout un tas de données qui transitent et qui permettent effectivement au quotidien de faire en sorte que les transports en commun fonctionnent le moins mal possible, que finalement les réseaux, les voiries urbaines, voiries rapides urbaines, comme on les appelle, soient peut-être un tout petit peu moins saturées qu'elles le seraient sinon. On a des chiffres, c'est évalué, etc. Ça a été fait notamment, alors c'était fait évidemment en Ile-de-France, c'était fait de façon beaucoup plus approfondie dans la région Hauts-de-France, hein, sur certaines autoroutes qui étaient complètement saturées, qui ne le sont plus aujourd'hui. Hein, voilà. Tout en offrant un service différent. Donc, il y a quand même un certain nombre de bénéfices qui sont constatés aujourd'hui, hein, de l'usage assez massif d'un certain nombre de données, voilà, dont les citoyens n'ont pas forcément conscience du reste, hein, et ils n'ont pas forcément conscience qu'ils les produisent, mais
qui apportent un certain nombre de services. Et en réalité, moi, ce qui me semble, c'est que évidemment, la Smart City, c'est pas un but en soi. Simplement, la question qu'il faudrait se poser, c'est quels sont les services qui vont être finalement facilités, hein, quels sont par justement un usage intelligent des données, hein, voilà, et respectueux, évidemment. Hein. De toute façon, maintenant, on est évidemment forcément respectueux, mais c'est ça la question. En quoi ça peut nous aider en gestion de crise, par exemple, hein, si ça peut sauver des vies, etc. Enfin, on ne voit pas pourquoi on hésiterait à le faire dans évidemment le respect finalement, en gros, des règlements en vigueur aujourd'hui. C'est peut-être un peu provocateur, mais il me semble qu'on est déjà dedans pour une partie, évidemment, pas tout, évidemment. La partie, les quartiers énergie positive, qui était finalement le thème, c'est peut-être ce qui est le moins avancé, c'est peut-être le plus difficile aussi. Il y a Claude Arnaud qui est là et qui pourrait nous le dire. C'est vrai que c'est un véritable défi, hein. Mais voilà, ça, quelque part, on est déjà un peu dedans, au moins partiellement. Non, ça tombe bien parce que je voulais justement rebondir sur ce que tu venais de dire. Pour reprendre un peu la deuxième question sur est-ce que c'est une ville intelligente, une notion de marketing ou pas, je suis assez critique par rapport aux smart cities en fait. Pas parce qu'il ne faut pas en faire, mais juste parce que l'utilisation qui en est faite est pour moi un peu biaisée. Parce que je vous donne une vision qui n'est pas française. Vous parlez le droit à l'image, etc., le droit aux utilisateurs. En Asie, c'est pas les mêmes problématiques. S'il faut récupérer des données et distribuer les données des utilisateurs, c'est pas grave. On n'a pas les mêmes notions sur place. Pourquoi je suis assez critique par rapport au Smart City? Parce que pour moi, c'est effectivement un terme qui est utilisé un peu passe-partout. Et je reviens à ce que tu disais par rapport au fait que pourquoi on les fait, à quoi ça sert. Aujourd'hui, on récolte plein de données au niveau des buildings, au niveau du district. On n'en fait rien, on utilise même le big data, donc on a des milliards de données. Jusqu'à aujourd'hui, des personnes derrière leur bureau essaient de les analyser, ça prenait un temps monstre, personne ne le faisait. Donc on arrive, hein, techniquement parlant, on arrive à avoir des données un peu sur tout, au niveau du building, au niveau du district et de la ville en général, mais à quoi ça sert? Donc c'est un peu sur l'aspect sur lequel je suis un peu critique par rapport à ça. Dans mon point de vue, j'avais pas pensé à l'aspect effectivement crise, mais ça peut être également un point sur ce que je disais ce matin ou en début de dialogue, sur l'aspect confort. De mon point de vue, c'est vraiment mon opinion, on parlait beaucoup de sustainability, de green building il y a une dizaine d'années. Donc ça a évolué. Aujourd'hui, tout le monde parle de smart building, smart district. C'est très à la mode. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire encore une fois, mais ça va de cette évolution. Moi, ce que je ressens, c'est que tout ce qui est smart building, smart district, c'est sûrement pour moi un épiphénomène aussi. C'est là que ça va durer 5-10 ans. Et ce qu'il va avoir après, j'ai peut-être tort, hein, c'est juste mon opinion, on va parler plutôt de confort, de wellness, parce que en fin de compte, à quoi ça sert de faire du smart? Faire du smart, c'est pour améliorer le confort à l'arrivée. Pourquoi on dépense des millions? Pourquoi on se bat pour réduire la consommation d'énergie? Alors il y a un aspect économique, oui, mais à l'arrivée, tu parlais du building que vous avez à côté qui a énergie positive où il fait froid. Voilà à quoi ça a servi. Désolé, c'est très bien d'en faire. Hein. Je dis pas le contraire, mais quel est le but de tout ça? C'est là-dessus où je suis critique. C'est oui, Smart City, oui, il faut en faire, mais pourquoi faire? Donc, il faut toujours associer ces aspects-là. Je parlais de l'aspect utilisateur, qui pour moi est le centre de tout. C'est-à-dire que, effectivement, en fonction des villes, en fonction des régions, en fonction du continent, les besoins sont différents, donc il ne faut pas non plus généraliser. Mais si on parle du côté français, que je connais moins que vous, bien sûr, une Smart City à la française, ou en tout cas une ville intelligente, ça doit être une ville qui répond aux besoins des utilisateurs. Mais le problème, après avoir dit ça, le problème c'est que les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils vont pas, on va leur demander qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez plus de chauffage, plus de lumière, plus de confort? En fait, les utilisateurs ne vont pas savoir parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés à ce genre de besoins ou ce genre de problématiques. Ils sont juste froid, chaud, voilà. Donc faut les accompagner. Pour moi, une ville intelligente, c'est une ville où on accompagne les utilisateurs à répondre à leurs besoins. Donc il faut d'abord analyser les besoins des utilisateurs, travailler avec eux, en collaboration avec eux, dans un point de vue même communautaire, pour voir quel est le besoin des utilisateurs et les accompagner dans ce sens-là. Voilà. C'est juste que je voulais rajouter ça. Je peux réagir,
Bien sûr, avec plaisir. Non, c'est pas de la provocation, c'est bon, c'est un écart de point de vue et je parle de résultats de recherche quand même. Et, évidemment, si on moyennise l'usager, on peut dire on ne sait pas ce qu'il veut parce qu'on ne peut pas comprendre, parce que c'est pas une moyenne. L'usager, il a une expérience, il a un acquis, il a des comportements qui relèvent de ses ressources financières, de son modèle culturel, de donc ses origines culturelles, de sa position sociale, de son âge, parce que ça évolue. Donc on peut pas dire ça. On peut pas dire qu'il sait pas ce qu'il veut. Il a un comportement, le comportement, il est identifiable. Tout un chacun, effectivement, je ne vais pas faire du Bourdieu à la prise unique, mais pendant Monoprix, c'est vrai. Capital culturel, capital économique, capital social, on croise les trois et puis on a l'individu. Voilà. Et donc on ne peut pas dire ça, parce que c'est trop réduire l'usager à une moyenne. Et la moyenne, ça marche pas. Et c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est bien ça. C'est et qui renvoie pas uniquement à la Smart City ou à autre chose. C'est comment peut-on créer des modèles génériques globaux qui intègrent la diversité, qui intègrent la diversité des usages et la diversité des contextes. Et ça, on sait pas faire. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça l'enjeu. Ça veut dire que si on fait un modèle, moi je vois bien, on fait des modèles de comportement énergétique. Moi je suis capable de vous faire une France, une carte de la France des comportements énergétiques à l'îlot, ce qu'on appelle à l'IRIS. Ceci dit, quand on redescend à l'immeuble, ça marche pas. Et pourquoi? Et est-ce qu'on est capable de passer du global à l'hyper local? Et ça, on sait pas faire. On sait vraiment pas faire. J'allais introduire des coefficients et des variables flexibles dans les modèles, c'est compliqué. Et je vais vous donner un autre exemple, c'est que même y compris quand on fait de la concertation, on crée des écoquartiers, etc. On va adapter, on va dire, on va faire de la concertation, on va adapter la production au type de demandes d'usagers qui sont en place. Le problème, c'est que il y a deux possibilités. La première, c'est que les habitants, ils restent pas, ils vont sortir, ils vont quitter le quartier. Ils vont être remplacés par d'autres habitants qui n'auront pas forcément le même âge, la même position sociale, etc. Du coup, les caractéristiques de la production seront inadaptées. Mais même si les habitants ils restent sur place, eh bien, ce qu'on sait, c'est que les comportements énergétiques, ils sont flexibles au cours du cycle de vie, et que votre demande ou ce que vous allez demander, votre usage énergétique, votre comportement énergétique, va pas être le même quand vous serez un couple de 35 ans avec 3 enfants et quand vous serez une famille âgée sans enfants, quand les enfants seront partis. Et quand les habitants resteront sur place, eh bien, on ne pourra pas dire qu'ils aient forcément les mêmes comportements. Et même s'ils ont le même comportement, ça veut dire qu'ils vont changer de comportement. C'est-à-dire que le fait de stabiliser son comportement énergétique quand on est 2, alors qu'on était 5, ça veut dire qu'on a changé de comportement. Et ça, on a beaucoup de mal aussi à le modéliser et à l'intégrer. Et dernier point que je voudrais évoquer, puisqu'on parle de ça, je ne sais pas du tout dans mes notes, donc c'est très bien, c'est que on prend beaucoup de données. Ce qui est vachement intéressant, c'est que quand on mesure la consommation énergétique dans les modèles, on prend une consommation énergétique au mètre carré. Pourquoi on ne prend pas une consommation énergétique par personne? Pourquoi on ne regarde pas la consommation énergétique par personne? Et là, on verrait les choses complètement différentes. Parce qu'on verrait que
un ménage qui garde le même comportement dans un même logement au cours de son cycle de vie, par mètre carré, il va avoir la même consommation énergétique, mais par personne, sa consommation énergétique va exploser. Et quand on dit ça, ça veut dire concrètement que la question énergétique, du coup, c'est pas une question de bâtiment énergie positive, c'est une question de logement et de mobilité. Et de mobilité résidentielle, d'adaptation du mode de vie du ménage à son environnement résidentiel et à sa capacité à pouvoir changer de logement au cours de son parcours résidentiel. On ne pose jamais la question comme ça. On ne la pose jamais. Donc on ne peut absolument pas dire qu'on ne sait pas ce que veulent les habitants. On peut dire par contre que vous ne savez pas ce que vous cherchez, oui. Je vous remercie. Oui, non, j'entends bien ce que vous dites, effectivement. La notion, effectivement, de l'habitant est complexe, parce que je suis d'accord avec vous qu'il y a différentes situations, différentes notions de vie, et ça évolue au fil du temps, c'est effectivement vrai. Le souci avec ça, c'est que je comprends que la difficulté, c'est de pouvoir analyser ça par habitant, par personne, sur le long terme. Donc le problème avec cette notion, c'est que ce sera impossible, je dirais, de définir par habitant, par building, par notion. En fait, en tout cas, c'est très compliqué de pouvoir adapter au bon vouloir de tout le monde, je dirais, ou en tout cas à la besoin de tout le monde. Je m'explique. Je vous donne un exemple. Parler de la fraîcheur dans un building. J'ai des études actuellement dans mon université, justement, par exemple, pour une pièce comme celle-ci, comment adapter au mieux je dirais le confort de chacun des utilisateurs qu'il y a dans la pièce. Donc on a fait des études de thermique, des études analytiques. On demande aussi à chacun des utilisateurs de la pièce de donner son opinion, froid, chaud, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on développe même des algorithmes intelligents qui permettraient de regrouper ces données. Mais à l'arrivée, en fin de compte, on n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde, parce que quand il y a un regroupement de personnes, le besoin est différent, la sensation est différente. Comme ce que vous le disiez, en fonction du comportement, en fonction de l'âge, en fonction de sociétal, etc., etc. Donc je suis d'accord avec vous qu'effectivement, tout dépend de la personne, du type de logement, de leur position, etc. Mais du coup, comment fait-on pour donner la priorité à un certain nombre pour que par défaut, ils aient quand même un certain nombre de confort. Donc voilà, c'est ça la difficulté en fait. Là, vous me parlez d'espace public, c'est-à-dire où il y a effectivement une population extrêmement diversifiée. Et puis après, quand on parle d'espace domestique, c'est beaucoup plus précis. Le ménage, les individus du ménage, on les connaît. Ouais. Alors, une tentative pour concilier les deux. On voit de plus en plus d'indicateurs qui reprennent les deux variables explicatives, surface et nombre d'occupants, pour soit des bâtiments, soit des logements, soit des bâtiments recevant du public où il y a une forte variabilité de nombre d'occupants. Donc c'est possible et ça se fait de plus en plus. Ensuite, je me permets juste d'abonder dans le sens de votre intervention sur les doutes à émettre sur le concept de Smart City. Autant je suis, et je l'avais dit tout à l'heure, je suis un fervent utilisateur, consommateur de capteurs et de données dans les projets de recherche ou même à but de formation avec les étudiants. Autant je ne pense pas, ou j'émets des doutes sur la viabilité de cette solution dans un cadre beaucoup plus large, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la majorité du parc, je parle toujours du bâtiment, du parc, c'est un parc ancien. Au rythme des rénovations actuelles, si on veut compter sur ces rénovations-là ou ce rythme-là pour instrumenter tous les logements, les 25 millions de logements de France, au rythme de 300 000, voire un peu moins de rénovations par an, on en a pour 50 ans. Première raison.
voire plus. Deuxième raison, on a vu sur un cas très sectoriel, celui de l'énergie, il a fallu, donc le programme Linky, il a débuté en 2009, les premières expérimentations. Donc il a débuté en 2009. On atteindra en 2011 une couverture qui dépassera légèrement les 90% à un coût de 5 milliards, un peu plus de 5 milliards d'euros, uniquement pour l'énergie électrique. C'est possible parce que on a ce secteur-là est très centralisé, donc c'est possible de mener donc une bataille de front et à une échelle aussi large. Alors si on imagine le faire pour l'eau, le gaz, la qualité de l'air, les températures intérieures, etc. Donc je vous laisse imaginer donc le temps qu'il faudra et les moyens donc financiers qu'il faudra mettre en œuvre. Ensuite, il y a au-delà donc de ces problématiques ou ces problèmes techniques de mise en œuvre, il y a aussi une question de paradigme. Est-ce que, justement soulevé dans l'une des questions, est-ce que on continuera dans la fuite en avant pour réduire les consommations, on consomme d'autant plus pour alimenter les instruments, pour alimenter les moyens de calcul, pour optimiser et pour fabriquer donc les capteurs, ou est-ce que on va s'orienter vers des solutions de sobriété, puisque la plupart des scénarios donc qui dépassent le cadre du bâtiment ou du quartier, donc de scénarios de transition énergétique ou des réductions de consommation, ils ont un pilier important qui est celui de la sobriété. Et donc, ça ne se réduit pas uniquement à une question d'optimisation de l'existant. Donc, c'est vraiment revoir les besoins, puisque d'une part, un bâtiment tout seul ne consomme pas d'énergie. Donc, c'est les occupants qui consomment et non pas le bâtiment. Un bâtiment vide ne sert à rien. Et deuxième point, c'est que on n'a pas un besoin d'énergie en tant qu'utilisateur, on a besoin d'un service, et pour ce service, on va consommer plus ou moins d'énergie selon la solution qu'on choisit. Et donc, c'est à la façon de revoir comment on satisfait ses besoins avec une demande énergétique inférieure. C'est vraiment la question de la sobriété qui, même dans nos écoles et nos formations, est très peu traitée. Typiquement, on a une formation en énergétique à SCI Paris, elle s'appelle énergie renouvelable et efficacité énergétique. La sobriété, pour l'instant, on n'en parle pas, ou peu. Il marche, oui. Oui, effectivement, in fine, c'est quand même effectivement la facture. Mais je voulais revenir sur les profils de population, d'habitants, effectivement. Et je me rappelle une école d'été à l'UVP où il était question de garantie de performance énergétique et la question se posait. Alors évidemment, un immeuble fait, on va dire, comme un objet industriel, il va en tant qu'objet technique répondre au cahier des charges. Mais sur les usages, finalement, le comportement. Et là, je posais ces questions-là, comment on prend ça en compte finalement pour, en gros, étayer quelque chose qui dirait que le bâtiment consomme, que les gens qui sont dedans consomment tant. Et la réponse avait été, au-delà de 1000 appartements, donc dans des très grands ensembles, on se trompe pas trop, voilà. Parce que justement, il y a du renouvellement, bien sûr. Hein, on remplace quelqu'un qui consomme par quelqu'un qui consomme moins, etc. Mais globalement, en moyenne, on se trompe beaucoup moins quand il y a vraiment beaucoup de gens. Mais sur des immeubles de taille, on va dire, beaucoup plus modeste, là, on se trompe toujours. Hein, voilà, je pense que ça va à peu près exactement dans le sens qui était indiqué là. Donc, c'est vraiment très important. Alors, il y a un endroit quand même de remarque sur... Le parc, je crois que la moitié des bâtiments que l'on verra en 2050 n'existent pas pour l'instant. Hein. Donc, globalement, on va quand même construire énormément dans le monde. Peut-être pas dans le beau pays de France, mais un peu partout, on construit. Hein, voilà, énormément. Donc le parc va considérablement changer. Donc c'est peut-être quand même une opportunité mondiale que de faire en sorte que le parc bâti soit, disons, le moins énergivore possible, etc. Il y a quand même un enjeu, je pense, là-dessus. Voilà. Et puis, il y a un endroit aussi où, finalement, ces questions peuvent, donc, quelque part, d'instrumentation, d'intelligence, peuvent apporter
peut avoir un intérêt direct, c'est quand il s'agit de guider des choix de rénovation, par exemple. Hein. Voilà, quand on vous dit il faut changer telle ou telle partie, voilà. En général, ou très souvent, on se trompe. Donc, l'usage d'une intelligence donnée par un nombre très limité, évidemment, de capteurs et quelques modèles éventuellement qui vont bien, permet finalement de se tromper beaucoup moins sur les choix de rénovation. Parce qu'il y a quand même un enjeu à faire une rénovation efficace aussi. Voilà. Même si ce n'est pas forcément le cœur du sujet aujourd'hui. Mais voilà. Je lance à moitié ma troisième qui s'est donc transformée en quatrième question et tu pourras aussi réagir, Taoufik. C'est vrai que ça avait été mentionné par Eliès. J'avais eu une question parce que dernièrement, on va dire dans le milieu des architectes et des urbanistes et ingénieurs, a circulé, certains l'ont peut-être lu, voire signé, le manifeste pour une frugalité heureuse, donc qui a été lancé par Alain Bornarel, qui est ingénieur, Dominique Gozin-Muller, architecte, et Philippe Madec, donc architecte et urbanisme. Et donc, ce manifeste faisait la part belle donc à la conception bioclimatique, aux ressources locales et aux approches justement low-tech. Et moi, je me posais quand même un petit peu la question, parce que souvent, quand on commence à parler d'énergie positive, il y a tout de suite le prisme un peu technologique. Et donc, finalement, est-ce que ces approches low-tech, c'est un peu en opposition ou pas avec la ville intelligente? C'est complémentaire? Est-ce que c'est un moyen aussi d'aller vers des bâtiments et quartiers à énergie positive? Donc voilà, je voulais vous faire réagir aussi sur ce côté low-tech ou technologie énergétique. Mais Taoufik, tu peux réagir sans répondre directement à cette question-là. Non, mais pas directement, mais par rapport à ce que tu disais aussi auparavant et par rapport à ce qu'on a dit. Moi, je voudrais... j'ai lâché mes notes et je vais dire deux choses qui sont importantes. La première, c'est que la question centrale qui traverse tout ça, c'est quand même la question de la régulation énergétique. Dans le cas de la transition énergétique, avec la nécessité absolue pour l'humanité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc de consommer une énergie plus intelligente. Donc quand on récolte les données ou quand on fait des grosses bases de données, c'est pour essayer de comprendre ce qui se passe de façon à ce que les comportements et les productions matérielles soient plus adaptés et ne nous enfoncent pas dans le mur dans un horizon proche. Mais quand on fait ça, on fout la panique. Parce que c'est pas simple, parce qu'il y a une multitude d'individus, parce que les bâtiments sont pas tous les mêmes, et parce qu'il y a un travail immense pour orienter ça. Alors je vais prendre un exemple qui a été évoqué précédemment. On dit il faut créer des bâtiments à énergie positive, donc produire des normes et construire dans des bâtiments à énergie positive. En même temps, on construit en France le parc immobilier, il se renouvelle, le parc de logement se renouvelle d'1% par an. Et on dit, à peu près, en moyenne, c'est à peu près ça. Et on dit, mais quand même, c'est pas... donc il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la production, par rapport à la masse de l'existant, c'est quand même un peu epsilon. Donc on dit, oui, mais on a des vrais passoires énergétiques, donc il faut aussi s'attaquer aux passoires énergétiques. Donc les normes qu'on met sur les productions neuves, on va les injecter, enfin les appliquer aux bâtiments existants pour la réhabilitation, notamment dans les passoires énergétiques. Sauf que, qui habite les passoires énergétiques? C'est les plus pauvres. Donc, mais pour les plus pauvres, quand ils habitent des passoires énergétiques, ça leur coûte très cher en énergie. Donc c'est un peu l'exemple qu'on voit là avec les gilets jaunes indirectement. Mais donc on dit il faut qu'on les aide à payer l'énergie qu'ils dépensent parce que ça coûte trop cher. Et donc on se retrouve face à un paradoxe insoluble du point de vue de la gestion urbaine, qui est de dire il faut réhabiliter ces bâtiments, donc éjecter les pauvres qui sont à l'intérieur,
mais en même temps aider les pauvres qui sont à l'intérieur parce qu'ils ne peuvent pas payer. Ici, on les aide, on les maintient dans les bâtiments. Donc c'est inconciliable. Ça, c'est le premier paradoxe. Le second paradoxe, et je vais faire des grands raccourcis, c'est de dire, comme on doit aller vers une transition énergétique, on va effectivement aller vers la biodiversité, récolter le plus d'indications et de chiffres sur ceux qui consomment moins, sur la biodiversité, ce qu'on intègre, etc. Et on va recourir à la recherche de modèles de plus en plus puissants pour pouvoir aboutir à ça. Ces modèles, ils sont inconciliables parce que d'un côté, on a des modèles techniques qui intègrent la production matérielle et de l'autre côté, on dit mais il faut intégrer les comportements des habitants. Mais on a des modèles de comportement des habitants qui sont des modèles qualitatifs. Mais ces modèles qualitatifs, ils sont tellement complexes du point de vue qualitatif et qu'ils ne sont pas numérisables. Et la solution, ça serait d'intégrer la complexité des comportements de façon numérisée dans des modèles, je dis ça en regardant Elias, parce que c'est la question qu'on se pose dans notre recherche commune. Là encore, on est face à une solution insoluble, qui est de dire comment réduire la complexité des comportements en quelques indicateurs qui seraient synthétiques, qui permettraient de résumer l'ensemble des comportements qui sont des processus et non pas des indicateurs. Enfin, le dernier point, et après je me tairai, mais là je suis vraiment long. La question, c'est que du coup, on est toujours à la recherche du modèle de construction ou de gestion le plus abouti. Donc on est à la recherche d'une innovation permanente. Le problème, c'est que l'innovation, ça crée de l'obsolescence. C'est ça le problème. C'est que l'innovation, c'est la modernité. La modernité, par définition, elle est éphémère. Donc, quand vous allez créer ou inventer quelque chose d'innovant, vous allez l'expérimenter. Soit vous l'expérimentez in situ, soit vous l'expérimentez en modélisation. Si vous l'expérimentez in situ, vous pouvez rajuster très rapidement. Dire ça marche pas, donc on va adapter la production. Si vous faites une expérimentation modélisable en laboratoire, là ça devient beaucoup plus long parce que vous allez vérifier uniquement la validité de votre modèle une fois que le modèle aura servi à construire quelque chose. Et du coup, si vous apercevez que votre construction n'est pas adaptée, il va falloir revoir le modèle. Et pour revoir le modèle, après une fois qu'on aura revu le modèle, on va reconstruire autre chose, et ce qu'on aura construit rendra obsolète ce qu'on a construit avant. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'innovation, elle a pour fonction de rendre obsolète l'innovation précédente. Et quand on est dans la course à l'innovation, on rend très rapidement obsolète la ville. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, on assiste avec la transition énergétique à la course au renouvellement urbain et à l'obsolescence urbaine de plus en plus effrénée. Et on se retrouve face à aussi un problème de gestion insoluble où on doit régler en même temps la modernité et la nécessité d'innover et une innovation qui rend obsolète ce qui est précédent. Et donc, on doit gérer en même temps l'invention et l'obsolescence. Et ça, on ne sait pas faire. Et ce sont des vraies questions. Ce sont des questions de fond qui concernent la transition énergétique et la course à l'innovation. Voilà, je me tais. En ce qui concerne la rénovation énergétique ou la question, en tout cas, de l'obsolescence incessante, je pense qu'aujourd'hui, si on réfléchit sur la problématique des passoires thermiques ou autres, on peut réfléchir à l'innovation, à une recherche très poussée, à essayer de voir vraiment très finement quel serait le besoin, et tel foyer a tel besoin, tel foyer a tel autre besoin. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est pas ça. Quelque part, aujourd'hui, les ingénieurs efficacité énergétique savent ce qu'il faut faire. Il faut des bâtiments avec une enveloppe thermique,
qui a une certaine résistance. Il faut être capable de pouvoir contrôler avec un thermostat d'ambiance la température dans certaines pièces. Si vous voyez, c'est ces choses très très basiques qui sur une grande partie de la population n'existent pas en fait. On est sur des anciens bâtiments avec une enveloppe thermique très faible et puis avec un thermostat général où vous réglez plus ou moins, vous pouvez même pas régler la température, vous voyez. Donc j'ai envie de dire, alors la ville du futur, voilà, la ville intelligente, ça c'est la question, c'est est-ce que c'est une utopie, est-ce que c'est une dystopie? Ok, ça c'est un futur loin, mais pour répondre à la question que vous posiez là, je suis pas sûr que la problématique que vous exposez soit vraiment la problématique réelle aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de répondre à la problématique de passoire thermique et quelque part on sait déjà comment y répondre, par contre on sait pas comment le financer. Mais l'ingénieur, il sait ce qu'il faut faire. L'ingénieur, il sait comment résoudre le problème de la passoire thermique. Il sait quel type d'isolant il faut mettre, il sait quel type de chauffage il faut mettre, il sait quel type de régulation il faut mettre pour le bâtiment pour avoir un confort et déjà faire d'énormes économies d'énergie. C'est pas l'économie d'énergie optimale par rapport aux besoins de ce foyer, c'est sûr. Et ça, l'économie d'énergie optimale par rapport aux besoins de ce foyer, on est d'accord. On va être toujours dans une innovation qui va faire que on va pouvoir toujours gagner epsilon, et puis l'innovation suivante, elle va faire encore gagner epsilon. Et à chaque fois, l'epsilon sera plus petit que le précédent. Mais on est d'accord. Mais c'est pas l'enjeu. Je pense que c'est pas l'enjeu. Je vous ai dit, vous répondez de façon technocentrée une question sociale et inégalitaire. C'est-à-dire qui habite les passoires thermiques et qu'est-ce qu'on fait des habitants une fois. Et une fois que vous aurez mis l'enveloppe nécessaire du point de vue technique, vous faites quoi des habitants qui sont à l'intérieur? Parce que les habitants qui sont à l'intérieur, c'est les plus pauvres. Et c'est là, et cet habitat-là, c'est un habitat refuge. C'est l'habitat, si cet habitat-là n'existait pas, c'est-à-dire le moins cher, et bon, on saurait pas où loger les pauvres. Donc vous faites quoi de ça? Vous en faites quoi? Je peux que juste... Du coup, je prends le micro, moi, et j'essaie pour répondre. C'est ça le problème, c'est que découper comme ça, c'est là où ça marche pas. C'est typiquement ce qu'on discute depuis quelques années. Vous dites, on sait techniquement quoi faire. Je suis architecte urbaniste de formation, j'ai fait commis quelques bâtiments. Donc, quand vous dites il n'y a pas les financements, c'est qu'on n'a absolument pas résolu le problème. On ne sait pas faire. Quand vous dites ça, c'est qu'il faut prendre l'ensemble. C'est pourquoi on parle de système socio-technique, parce qu'il y a la dimension économique et pas seulement financière qui fait partie de l'équation à résoudre. Donc, si on ne sait pas financer les solutions techniques avérées, vérifiées par les ingénieurs, on n'a pas de solution. La discussion qu'on a depuis plusieurs années, elle est celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la question de financement, c'est une sorte d'externalité. Voilà, on a la solution technique, et puis bon, faut que, comment on dit déjà, la logistique suive, enfin que les politiques mettent de l'argent, qu'il y ait du volontarisme politique. Socialement, cette société n'est pas capable de se donner les moyens de faire ces rénovations. Donc le problème est systémique, et donc il n'y a pas la solution. Non, mais on est d'accord, mais du coup, on sort vraiment du sujet qui nous intéresse là. Est-ce que c'est l'enjeu de la ville du futur? Est-ce que c'est l'enjeu du bâtiment positif? Genre, là, c'est la ville du futur, le bâtiment positif. On part vraiment trop loin si jamais vous voulez revenir, vous, au sujet vraiment de la passoire thermique, qui est peut-être vraiment le sujet qui nous importe, oui, tout à fait, à court terme. Tu veux réagir? Oui. Oui, enfin, peut-être essayer de répondre, donner des éléments de réponse à la question. C'est vrai qu'on a atteint un peu quelque part l'asymptote ou le sommet de la complexité en fait du sujet. Ça c'est clair. Voilà. Enfin, au sens où on voit mal quel problème serait plus dur que celui-là en réalité. Voilà. Et je ne sais pas. Effectivement, une réflexion systémique de grande envergure à mener. Voilà. Sur la question, je vais essayer de répondre à une question plus simple. Voilà, qui me paraît plus simple en fait. En tout cas, peut-être plus consensuel. C'est finalement l'opposition que l'on pourrait faire entre le high-tech
sous-entendu Smart City, parce qu'on assimile assez facilement la Smart City à une ville où on irait mettre de la quincaillerie, en gros, voilà, des choses comme ça. Et puis le low-tech qui serait plutôt bioclimatique, etc. Oui, je prends volontairement des thèmes péjoratif. D'ailleurs, nous-mêmes dans notre département on développe des capteurs, donc il y a SenCity, tout ça. Voilà, il y a des à côté d'ici, donc c'est démonstrateur à énergie très négative. Si vous voulez aller le voir, il y a des visites, donc c'est intéressant pour comprendre justement, pour acquérir de la donnée et comprendre. Voilà. Mais pour revenir à la question, effectivement, si on prend l'image, par exemple. Du tournesol, le tournesol, lui, il sait qu'il doit effectivement s'orienter en fonction du soleil pour minimiser, donc il résout automatiquement par croissant de cellules un problème d'optimisation assez compliqué finalement, qui vise à économiser ses ressources en eau. Il le fait tout seul, voilà, ça marche. Donc si c'est ça, évidemment, il ne faut pas s'en priver. Toute solution qui va dans ce sens-là, je sais qu'il y a certaines villes japonaises où on a finalement résolu une partie, en tout cas amélioré très significativement le bilan énergétique et notamment le rafraîchissement, tout simplement en regardant le sens du vent et en plantant des forêts en amont. Voilà, donc ça c'est quand même très sympathique. Voilà, ça marche très bien d'ailleurs. Voilà. Ce sont des solutions bioclimatiques, ça marche bien. En plus, les forêts, on les valorise autrement, mais donc on peut effectivement comme ça obtenir des gains tout à fait significatifs. Voilà. Et la high-tech, elle consiste. En fait, la high-tech, c'est pas juste de la quincaillerie qui sert en temps réel à fournir des données. C'est pas ça. C'est une intelligence qui permet de comprendre en fait. Voilà. Et là, je pense qu'on est à peu près d'accord, mais il faut d'abord comprendre ce qu'il faut faire. Voilà. Donc modéliser, comprendre et après prendre des décisions. Et là, une fois qu'on a pris une décision, on a déjà été intelligent si on a pris la bonne décision. Voilà. Mais l'intelligence, c'est pas forcément traiter un tas de données en temps réel. Ça n'a, à mon avis, pas grand-chose à voir. Alors, avant de faire ma dernière question, je propose d'ouvrir un peu à la salle s'il y a des questions pour nos différents intervenants. Donc je vais m'occuper pour passer le micro. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser des questions ou tout le monde reste sans voix Ah, quand même. Ah. C'est une question ? Très bien. Personnage. Donnerez votre nom. Voilà, je m'appelle Alex Nguyen et je suis étudiant du coup ici à l'ESSI en énergie et efficacité énergétique. Je voudrais juste réagir par rapport à plusieurs réactions, plusieurs propos qui ont été tenus. Par rapport, je vais commencer d'abord par rapport à la rénovation sur tous les bâtiments passoires. Entre guillemets, je voudrais souligner un premier fait qui est que je ne pense pas que tous les bâtiments passoires ne soient occupés que par des pauvres. J'ai eu l'occasion de travailler sur un projet d'audit énergétique et de rénovation de bâtiments situés à Boulogne-Billancourt. Et je peux vous dire que les résidents sont très aisés et que le bâtiment était totalement inefficace énergétiquement. Et j'habite moi-même dans un quartier très pauvre en tant que pauvre à Clichy-sous-Bois. Et là aussi, le bâtiment c'est une passoire énergétique. Et on travaille donc, je sais que la ville travaille beaucoup à trouver des aides et des rénovations sont faites sans qu'on ait besoin forcément d'être relogé autre part. Dire un peu viré de chez nous ou qu'on ait besoin de débourser de l'argent. En dehors de ça, par rapport à la question du coup des bâtiments durables avec l'IA, etc., beaucoup de questions éthiques en fait ont l'air d'être retombées sur la table. Est-ce qu'on peut pas vraiment imposer telle condition de confort à telle personne? Les gens ont des habitudes, des cultures différentes qui vont consommer, etc., différemment. J'ai envie de dire, l'IA est aussi là pour ça. On n'est pas obligé de calculer tout sur l'ensemble, on peut peut-être s'adapter à chaque famille. On a parlé du fait que les gens changent de comportement au cours du temps, mais il faut aussi savoir que ces comportements ne changent pas du jour au lendemain et que les données traitées, c'est des données qui sont prises chaque jour et qui peuvent aussi s'adapter. Donc c'est pas vraiment un problème le changement du comportement. Je voudrais aussi souligner le fait que l'obsolescence, l'innovation, etc., c'est pas vraiment un problème. Je peux vous citer énormément de produits, mais prenons juste simplement l'iPhone. C'est un produit qui est très souvent innové, réinnové et qui rend aussi
le dernier modèle obsolète, mais le temps d'obsolescence correspond parfaitement aussi à la durée de vie de l'objet, du projet. Peut-être qu'aujourd'hui on travaille sur l'innovation, du coup sur le bâtiment durable. Effectivement, il va être obsolète, mais le temps qu'il devienne obsolète, peut-être que le bâtiment aura fait sa durée de vie aussi, donc ça peut rendre aussi le projet intéressant. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas trop parlé d'environnement, un peu tout ça, parce que c'est peut-être là que tout le projet prend racine. Enfin, selon moi, l'économie d'énergie, moins d'émissions de gaz à effet de serre, etc. On parle beaucoup d'argent. J'ai envie de dire, la fin justifie peut-être les moyens. Peut-être qu'on peut se concentrer plus sur le but que sur tout le financement qu'il y a derrière. Peut-être que le problème, effectivement, je vous avais dit qu'on ne sait pas financer, mais je n'ai pas envie de dire qu'on ne sait pas financer, plus qu'on n'a pas trop envie de financer derrière, parce que les moyens peuvent exister. Je peux vous citer juste un exemple par rapport à ça, c'est que voilà, on dit souvent en France qu'on peut pas être 100% énergie renouvelable parce que on a des intermittences, etc., qu'on produirait trop à certains moments, pas assez à d'autres, et qu'il faudrait payer des systèmes de stockage. L'année dernière, au Portugal, le pays a fonctionné pendant à peu près une semaine, un peu plus, en 100% énergie renouvelable. Le seul problème est qu'ils ont produit 143% d'énergie par rapport à la consommation. Donc il y a eu un peu de gâchis, mais c'est pas impossible. Et en fait, ils ont fait passer le but, enfin les moyens, enfin la fin plutôt, avant tout le côté financement. Donc au débat, oui, non, ville durable. Je pense que on peut peut-être axer un peu plus sur l'objectif final que toutes les contraintes qui existent un peu, parce qu'on parlait beaucoup de contraintes et pas trop de solutions là, je trouve, enfin à mon sens. Et voilà. Après, quant au fait, on parlait aussi sur un autre point du fait que voilà, on peut pas imposer à certaines personnes rentrant dans certains bâtiments qui soient pas habitués à utiliser, plutôt à être forcés à se soumettre à des conditions de température, d'humidité que l'IA imposerait. Mais comme M. Nefzaoui le disait, les personnes qui achètent un logement dans un bâtiment durable, ils savent où est-ce qu'ils se positionnent, ils savent dans quoi ils vont se lancer, et que c'est pas du jour au lendemain que tous les bâtiments à énergie positive vont arriver. Donc les gens auront peut-être aussi le temps de s'adapter, d'adapter leur comportement, de choisir s'ils veulent aller dans ce genre de structure ou non. Et on sait aussi tous qu'en finalité, on pourra pas rendre tous les bâtiments à énergie positive, parce qu'on serait en surproduction d'énergie, c'est pas valable non plus. Donc voilà, peut-être que l'objectif aussi sera la neutralité plus que la positivité. Voilà, enfin c'est tous ces éléments de réflexion, je trouve, qui seraient plus aussi à prendre en compte et pas se bloquer là-dessus. Et voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre une ou deux autres questions, comme ça on pourra faire une réponse groupée. Il y a eu déjà énormément d'interpellations dans cette... Il me semble qu'il y avait une question par là-bas. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis étudiant en architecture à l'ENSA de Paris-Belleville. Alors, on a parlé d'écoquartiers, de bâtiments à énergie positive, et pour moi, c'est le point commun entre le bâtiment à énergie positive et l'écoquartier, c'est que ce sont des logiques d'enclave. Enfin, l'écoquartier, c'est pas un quartier. Enfin, dans beaucoup de définitions, c'est vraiment une enclave dans le sens où il va fonctionner en système fermé. Et ce que je trouve intéressant sur certaines approches, notamment je pense à un projet qui a été réalisé à Bordeaux, un écoquartier un peu alternatif dans le sens où il fonctionne en système avec les bâtiments aux alentours, notamment le musée, un musée national qui est juste à côté, qui est un bâtiment du XVIIIe siècle, qui est une passoire énergétique pour laquelle finalement qui est ouvert qu'une partie de l'année à cause de ça, et parce que ses besoins en énergie sont trop grands. Et dans cet écoquartier, la solution qui a été trouvée, enfin c'était pas une solution, c'était une contrainte au départ. L'électricité est produite par cogénération. C'est-à-dire qu'on brûle des granules de bois, il me semble, je ne sais pas pour produire, ou je ne sais plus exactement, mais voilà, on produit de l'électricité et de la chaleur. Mais pour un écoquartier qui est très isolé, il n'y a pas besoin de chaleur. Donc cette chaleur a été utilisée pour chauffer le musée qui est à côté, et donc elle a été utilisée au lieu d'être une chaleur fatale dissipée dans l'atmosphère, comme c'est le cas dans énormément d'écoquartiers aujourd'hui
avec des aberrations écologiques. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de mettre en place plus facilement ce type de démarche qui, là, pour le coup, a été très délicate à entreprendre, hein, d'arriver à faire fonctionner l'écoquartier avec son milieu immédiat, quoi. Bonsoir à tous, Serge, ingénieur R&D. On a beaucoup parlé des solutions techniques et un peu aussi du sujet que je vais aborder, c'est l'utilisateur final. C'est moi ma question un peu, c'est de le remettre au centre. Effectivement, il faut savoir ce qu'on recherche. Vous allez sûrement me répondre. Est-ce que le fait de vouloir vraiment rechercher l'interconnectivité entre ces différents éléments, est-ce qu'on est sûr que ça favorise en fait l'utilisateur à intégrer ces villes intelligentes? Ça n'a pas un effet plutôt répulsif de se dire ok, il y a des données, on est peut-être observé, et ça a plutôt l'effet inverse d'éloigner peut-être ces habitants là qui cherchent à se rediriger vers des campagnes. Donc qu'est-ce qu'on recherche vraiment? Est-ce qu'on souhaite vraiment mettre l'habitant au centre de ces constructions en fait? Merci beaucoup. Maintenant, la parole est à vous. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole en premier. Hop. Je donne au porteur de micro. Juste deux mots. Je suis d'accord. Toutes les passoires thermiques ne sont pas habitées par des pauvres, mais il y a beaucoup de pauvres qui habitent des passoires thermiques, ce qui n'est pas exactement la même logique. Parce que sinon, on ne soutiendra pas financièrement les ménages pour qu'ils payent leur facture énergétique. Le deuxième point, c'est, je ne sais pas, est-ce que moi je ne connais pas de modèle qui intègre l'analyse du cycle, enfin le cycle de vie du bâtiment, de sa production en amont à son obsolescence, et le cycle de vie des habitants. Et je ne connais pas de modèle qui croise les deux. Alors si vous en avez un, vous me le montrez, et on va avoir le prix Nobel, parce que moi je suis sûr qu'il n'existe pas à l'heure actuelle. Et on travaille justement là-dessus, sur essayer de croiser les dynamiques et flexibilités de l'évolution des bâtiments et la flexibilité des usages. Et l'enjeu, il est là. Parce qu'on ne sait pas faire, et on ne sait pas non plus intégrer la diversité des comportements. Parce que si on moyennise, ça je maintiens ce qu'on dit, si on moyennise, on évacue la diversité des comportements et on crée un écart entre l'évaluation du modèle de consommation et la consommation réelle. Et l'écart, il vient de là. Et l'écart, il vient probablement du fait qu'on moyennise, et en moyennisant, on oublie le spectre de la diversité des comportements qui fait que, du coup, il y a des marges qui foutent la panique dans les modèles. Donc, dernier point, la question de la modélisation numérique de comportements complexes, elle se pose, c'est-à-dire quels indicateurs prendre, comment effectivement déterminer des coefficients qui traduiraient des processus, c'est absolument pas évident. Et je ne sais pas si tu l'auras appris, toi, mais moi, je ne sais pas faire. Donc, voilà, et ça, je voulais vous le dire. Donc, il y a des vraies questions de recherche, j'anticipe, qui se posent à ce niveau-là, et qu'il va falloir résoudre dans un avenir relativement proche, sinon on n'y arrivera pas. Du coup, j'enchaîne parce que je voulais repartir justement pour réagir à ce point-là, parce que pour moi, le premier point de changement, c'est que les objectifs qu'on se donne et les enjeux auxquels on fait face amènent à considérer une toute autre granulométrie ou
sensibilité. C'est grosso modo effectivement moyenné permettait jusqu'à récemment voilà, d'atteindre des objectifs et d'avoir tout un certain nombre de filières de production, du bâtiment, de l'urbain, etc., relativement satisfaisant. Aujourd'hui, quand on dit allez, énergie positive, bâtiment, quartier ou à une autre échelle, la moindre variation fait qu'on échappe à la trajectoire qu'on s'est donnée tout à fait au début. Donc du coup, on est arrivé à une observation de plus en plus fine de tous les facteurs, là, les facteurs techniques, hein, dès que voilà, on règle hein, au millimètre près, on va récupérer le mètre kilowatt possible pour essayer d'atteindre les objectifs, mais du coup aussi, on est amené à regarder d'une manière beaucoup plus précise les usages et les comportements. Et donc, ça ne marche plus. Ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre, nous, on l'a observé à plusieurs reprises, on a été confronté à cette question-là de différentes manières. Les grandes catégories qui fonctionnent quand on a les grandes statistiques nationales de l'INSEE, etc., grosso modo, les vieux frileux qui ne veulent pas se comporter d'une manière exemplaire, les jeunes bobos qui seraient adhérents à un certain nombre de... Ça ne marche pas. Ça ne marche. Et là, je vous parle d'une dizaine d'années de travaux de recherche, d'enquêtes de terrain sociologiques, sous différentes formes, etc., ça n'est pas opérant. Et c'est problématique d'abord pour nous et pour la recherche, c'est-à-dire quelles sont les catégories opérantes. Donc il y a un enjeu, et donc j'anticipe, comme ça on aura avancé, un enjeu de recherche sur la question de la granulométrie, pour le dire comme ça, mot qui pourrait être partagé entre les SHS et l'ingénierie, et de ce qu'on agglomère et de quelle manière on agglomère. Et je pense qu'une manière de le traiter, c'est aussi de repasser par la question de l'action, parce que la recherche et l'action sont très proches dans ces sujets-là. C'est que pour l'instant, la réflexion, et on le voit pour moi, le débat de l'après-midi l'illustre, on a encore beaucoup de réflexions qui sont, de mon point de vue, que ce soit dans la recherche ou dans l'opérationnel, orientées solutions. La question qui est posée, c'est on a effectivement des comportements variables très divers, etc. Soit on n'arrive pas à suffisamment les modéliser, à les catégoriser, ou on a une multitude de variations, etc., etc. Et donc c'est intenable cet exercice-là. Pourquoi il est intenable ? Parce que la question qui est posée à l'amont, c'est quelle est la solution ? Quelle est la solution pour X habitants avec tel comportement, etc. Or, de mon point de vue, si on décalait la question n'est pas de savoir quelle est la bonne solution, c'est la question est de savoir comment on organise un ensemble de solutions et de processus qui permettent ensuite à des usagers de composer. Je reprends l'exemple, on a passé juste 5 ans à travailler sur la question du confort et de la décision. On n'arrête pas de nous dire, ils sont fous ceux-là. Parce qu'on considère au début qu'il n'y a pas plus individuel que la question du confort et plus subjectif que la question du confort. On y arrive parce qu'effectivement, il y a une interaction, il y a beaucoup de travaux de sociologie qui le montrent, entre la spatialité, les dispositifs matériels et les modes d'usage, ni l'un ni l'autre ni complètement figés, qu'il y a une vraie interaction. Mais en plus de ça, il y a des régulations collectives, pour revenir à la question de comment ça se passe, les individus, même des petits groupes dans leur bureau ou des petits groupes dans leur logement, mais comment vous voulez qu'on agglomère tout ça ? Chacun à sa manière, chacun le souhaite. Quand on ouvre, c'est-à-dire quand on ne considère pas la solution du bon bâtiment ou du bon quartier qui va permettre d'avoir les performances et répondre au confort des uns et des autres, on voit bien que la question du confort est un objet de négociation. Les 50 travaux nous ont permis de répondre partiellement, pas totalement, à ce défi qui avait l'air d'être un peu compliqué, de voir comment on fait du lien entre ce qu'on a appelé des expressions de confort ou d'inconfort et des processus de décision. Ils sont ni totalement individuels ni totalement collectifs. Donc, comment on construit non seulement des solutions au sens de bâtiments et de matériel, mais de dispositifs de gestion et d'interaction qui permettent de négocier et dans le temps les différents usages et les différentes manières d'appréhender l'espace, les dispositifs matériels et de leur transformer. Je donnerai juste un seul exemple. On a fait parmi les travaux sur cette histoire de confort, analysé en particulier De Bonne, donc écoquartier vedette français. Et donc face au problème, donc grosso modo, le premier hiver était froid et le premier été très chaud dans ces bâtiments-là. Et en fait, la réaction d'un certain nombre d'habitants a été d'aller s'informer
Et donc, du coup, ils sont mis en lien les uns les autres. Donc, on a repéré que, par exemple, 4 bâtiments, dont un géré par un office HLM et 3 autres qui sont en copropriété. Vous savez tout ce que c'est les copropriétés. C'est un espace d'individualisme total. Et ben, 3 copropriétés, en plus avec un office HLM, se sont mis, par exemple, à mettre en lien les informations sur les dysfonctionnements pour commencer, parce que c'est ça l'urgence. Et ensuite, sur les consommations, tout à fait étonnant. Et on a récupéré un très beau fichier Excel fait par des habitants, parce qu'ils se sont posé la question de savoir comment ils allaient résoudre des problèmes. Celui qui est au 3e étage veut avoir plus chaud, celui qui est au 2e étage, le double flux ne fonctionne pas, donc il voudrait que ça souffle davantage, etc. etc. Donc la question pour moi qu'il faudrait commencer à poser n'est pas celle de la solution, mais de l'ensemble des dispositifs et des processus pour les mettre en place et les gérer ou les faire fonctionner, qui permettent cet espace-là, et du coup, qui construit les modes d'agglomération, de comportement, d'usage qui sont considérés comme étant trop individuels, trop ponctuels, etc. Et sur lequel bute la question de comment on trouve la solution, le bon quartier, le bon bâtiment, etc. Les usages, c'est un art de la composition. Nous, usagers, nous n'arrêtons pas de composer comme des artistes, musique ou comme vous voulez de la peinture, à partir des dispositifs qui sont autour de nous. La preuve, on a recomposé ici. Je voulais juste apporter un élément de réponse à l'interrogation. Alors, je pense que vous n'êtes pas très bien compris, hein, Alex. Et non, je n'ai pas demandé à tous mes élèves de venir poser des questions. Alors, je ne pense pas qu'Alex disait qu'il existe des modèles qui permettent de prendre en compte le cycle de vie du bâtiment et du ménage, mais que l'intelligence artificielle, alors je pense que tu parlais un peu trop vite, pouvait apporter des réponses, puisqu'elle est évolutive. Les réponses que ça peut apporter sont évolutives. Voilà. Et donc, le modèle n'existe pas, mais que l'intelligence artificielle, apportant des solutions évolutives, pourrait y apporter des éléments de réponse, et même des éléments de réponse au niveau des processus décisionnels, pourquoi pas. Oui, alors il y a en fait énormément de questions et de remarques, hein, si je prends la réunion des 3. Alors effectivement, on n'a pas beaucoup parlé des objets techniques, hein, voilà, c'est vrai, mais ils existent bel et bien. Et d'ailleurs, ils existent aussi, ils sont vraiment consignés dans les feuilles de route européennes, par exemple. Hein. Il y a une feuille de route qui s'appelle HRE, enfin Heat Roadmap for Energy, quelque chose comme ça. Voilà. Et qui détaille en fait l'opportunité, enfin c'est très bien expliqué, hein, l'opportunité de mettre du stockage par exemple, et la cogénération, de la génération ENR, etc. Et ça c'est facilité par la mutualisation quelque part. Hein. Donc on voit bien, alors il faut peut-être pas parler de quartier, mais enfin si on arrive à mutualiser au sein d'une collectivité, ben on peut se permettre ce qu'on ne peut pas se permettre autrement. Hein, voilà, c'est peut-être à dire un peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça c'est effectivement central. Hein, voilà. Sur les échanges avec les voisins, effectivement, ça pose la question de ce que c'est que le quartier, parce que si on échange avec le voisin est dans le quartier. C'est-à-dire que la frontière, voilà. Si effectivement, il y a eu cette expérience à Bordeaux. Pour ceux qui étaient là ce matin, donc Valérie David a évoqué dans le cadre du projet 3S, n'est-ce pas? L'opportunité finalement de partager les ressources énergétiques qui seront produites finalement par comment dirais-je, la géothermie finalement assez profonde, hein, et peut-être un peu surdimensionnée, hein, qu'il est envisagé de mettre en place sur la vallée, donc sur le quartier effectivement occupé précédemment par l'école centrale, hein, donc au bénéfice finalement de la piscine qui est juste à côté. On pourrait dire que c'est dans l'écoquartier quelque part, de cette façon. Voilà. Et Valérie a expliqué pourquoi c'était compliqué, hein, parce que en gros, ça dépend pas des mêmes collectivités, etc. Voilà. Donc il y a des problèmes effectivement de gouvernance. Hein. Je vais peut-être du coup citer une autre difficulté. J'ai eu l'occasion de discuter avec les ingénieurs Toshiba lors de l'inauguration en grande pompe, hein, à Lyon de Hikari. C'est vraiment intéressant. Il y avait M. Colomb évidemment qui expliquait. C'était très très bien. Il y avait le NEDO, donc l'ADEME japonais. Enfin, c'était magnifique. Hein. Alors, et puis en discutant vraiment avec les ingénieurs de Toshiba, je leur ai demandé, mais ok, très bien, vous organisez comment les échanges d'énergie entre les bâtiments, s'il y a un bâtiment qui est trop chaud, comment va-t-il faire pour échanger avec les bâtiments voisins? Ils nous ont dit, on ne sait pas en fait.
On ne sait pas parce que pour l'instant, on n'a pas de mécanisme. Hein, voilà. En fait, c'est très difficile et c'est aussi évidemment stigmatisé dans le rapport de l'ADEME. Hein, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas. Alors, une démarche de recherche. Alors, il y a plein de sujets de recherche autour de ces questions-là, mais une démarche qui se met en place et qui pourrait lever vraiment beaucoup d'activités de R&D dans le monde. Hein. À propos d'ailleurs de bien d'autres systèmes, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Hein. Alors la blockchain, c'est peut-être un gros mot, d'accord, mais enfin ça permet, disons, de faciliter les échanges d'une façon décentralisée, cryptée, etc. Voilà. Et les acteurs de l'énergie comment dirais-je, commence à investir massivement dans ces questions-là. Pourquoi ? Parce que par exemple, si un bâtiment qui produit de l'énergie, qui voudrait être gentil, généreux finalement avec son voisin, en fait, il faut passer par un opérateur qui s'appelle EDF, par exemple, si c'est électrique. Et puis, alors c'est compliqué parce qu'il y a une obligation de rachat. Et puis après, il faut aussi organiser la restitution. Donc tout ça est très compliqué, alors que ça pourrait se gérer de façon beaucoup plus simple si on adoptait des optiques décentralisées. Hein, ce que la blockchain quelque part permet de faire. Dans des applications très diverses. Hein. On connaît évidemment le Bitcoin, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres applications totalement différentes hein, et sur lesquelles finalement un certain nombre de forces de R&D se mobilisent. Donc, ça me paraît être un sujet important si on veut organiser finalement, en gros, des échanges de valeurs, hein, donc d'énergie, hein, enfin, d'énergie donc de valeur, entre des entités qui aujourd'hui finalement sont astreintes à ne pas communiquer. On peut échanger facilement de l'information, ça c'est facile, hein, voilà. Mais échanger l'énergie, facturer, ça c'est autre chose. Hein, voilà. Aujourd'hui c'est encore un problème. Bon, je vais m'arrêter là, il y a plein d'autres sujets. Mais... Alors, je vous propose, histoire de respecter un peu le timing de la table ronde, de finir en fait de façon très synthétique par la dernière question qui fera un peu office de phrase de conclusion et qui était donc pour vous, quels sont le ou les sujets de recherche de demain sur ces sujets-là, enfin voilà, quels sont les points qu'il faut aujourd'hui creuser ou quels sont les verrous à lever sur ces sujets-là. Donc je vous demanderai, il est -5, donc on peut avoir 10 minutes de conclusion histoire de récupérer les 5 minutes de retard et puis voilà. 1 minute chacun. Exactement. 2 minutes chacun. Je dirais, en tout cas, en Asie, hein, je connais pas le système français, mais en tout cas en Asie, ce qui est très à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est artificial intelligence, machine learning, deep learning, blockchain, cryptocurrency, enfin tous ces sujets, c'est effectivement le nerf de la guerre. En ce moment, tout le monde essaie d'aller dans ce domaine-là, pour des raisons diverses et variées. D'ailleurs, la raison que tu évoquais, effectivement, du partage de l'énergie entre deux buildings, ça peut être un des moyens de gestion, sachant qu'aujourd'hui, légalement, c'est pas forcément autorisé. Techniquement, c'est faisable. J'avais vu, juste pour partager ce que tu disais sur le Japon avec Toshiba, il y a quelques années, j'avais été à Okinawa, et dans l'université de Okinawa, et ils m'avaient démontré justement, alors c'était des buildings 3 buildings entre eux, ils avaient tiré des câbles de direct current de cette taille-là entre les 3 buildings, ils avaient pu techniquement partager les échanges d'énergie entre eux. Donc je pense que, enfin, j'ai pas suivi depuis cet aspect-là, mais je pense que techniquement c'est faisable. Après, légalement, c'est d'autres aspects. Il y a des histoires de feed-in tariff qui sont mis en place. Je crois qu'il y en a en France aussi. Donc c'est un peu compliqué. Mais disons que effectivement, tous ces sujets de intelligence, sans parler de la robotique spécifiquement, mais en tout cas, intelligence artificielle est le nerf de la guerre, et c'est clairement la tendance, en tout cas en Asie, qui se profile. Voilà. Du coup, moi, pour conclure, je dirais que je crois pas trop à cette smart city à court terme de bâtiments très connectés, très pilotables, qui s'échangent beaucoup d'informations, très instrumentés. En tout cas, en France, aujourd'hui, on le dit avec le taux de renouvellement du parc et tout, avec la difficulté d'instrumenter un ancien bâtiment lors d'une rénovation, je n'y crois pas du tout. Par contre, je crois vraiment en des expérimentations ponctuelles sur des parcs et une acquisition de données qui nous permettent d'avoir une compréhension qui va nous permettre par la suite de mieux concevoir. Donc je pense que vraiment, si l'intelligence elle est là, elle est peut-être à récupérer de la donnée, de la connaissance, mais pour guider la conception, pour améliorer la rénovation et justement atteindre des objectifs qui sont peut-être, comme vous le disiez, de confort,
et des objectifs qui nous guident dans les écoquartiers autres, qui sont des objectifs énergétiques. Et la problématique, c'est de concilier les deux, arriver à avoir une efficacité énergétique, une performance énergétique, tout en conservant un confort. Là, vous parliez de bâtiments, des bâtiments positifs, mais dans lesquels il fait froid. Bah, une fois que vous avez conçu ce bâtiment-là dans lequel il fait froid, les gens ils vont acheter un convecteur et puis ils vont le brancher, puis finalement votre bâtiment sera plus positif. Voilà. Donc si vous n'avez pas appris ça à la conception, ben quelque part, voilà, vous avez mis de l'argent, vous avez perdu de l'argent, vous allez en perdre encore plus après. Voilà. Bon, je vais être encore plus terre à terre. Alors, et c'est le sens un peu des projets qu'on mène à l'heure actuelle, que ce soit donc avec le bailleur social avec lequel nous travaillons. Ou à l'échelle du campus. La première, le premier enjeu pour moi, du point de vue énergéticien que je suis un peu dans le bâtiment, c'est comment supprimer ou réduire ce gap entre ce qu'on prédit et la réalité. Il y a un réel gap. Avant de chercher le bâtiment énergie positive, même quand on fait des bâtiments RT 2012 qui ne sont pas énergie positive, on n'a pas nécessairement les performances attendues. Donc on a beau inventer des concepts qui sur le papier sont très prometteurs, si on n'arrive pas à les implémenter, là c'est un réel problème. Et je pense, même s'il peut être très low-tech, je pense qu'il est tout aussi impactant que d'autres solutions. Et le deuxième point qu'on commence à voir un peu dans les réponses à appel à projet, c'est justement les concepts d'innovation frugale. Donc là, c'est peut-être un oxymore, hein, innovation et frugale. Donc, comment traiter ces questions de sobriété, c'est-à-dire, voilà, on parle de rupture, mais ça reste. Donc, on est en demande de technologie de rupture, mais ça reste technologique, technique. Et donc, en fait, est-ce que la réelle rupture ne serait pas une rupture, disons, de point de vue et de paradigme. Voilà. Donc, je pense que ce sont deux pistes qui méritent d'être explorées. Bon, je vais le redire autrement et sous les encouragements de Jean-Pierre. Donc, c'est pour moi aller vers des recherches et alors sur le plan opérationnel, de la conception orientée usager, sujet plutôt qu'objet. Voilà. Ben, j'ai un peu répété différemment ce que j'ai dit. Et je vais pas être très centré uniquement sur les usages. Non, je pense qu'il y a besoin de modèles qui intègrent donc, pour reprendre ce qu'on disait, la numérisation des pratiques sociales dans la flexibilité du cycle de vie des bâtiments et des usages, donc qui intègrent vraiment les deux. Je pense qu'il y a vraiment aussi besoin d'une production de bases de données qualitatives et quantitatives qui associent les caractéristiques techniques des objets matériels et les caractéristiques sociales des comportements énergétiques. C'est un peu ce qu'on essaye de faire dans la recherche avec Elias, donc y compris en mesurant. Je pense qu'il faut dépasser les modèles globaux qui sont beaucoup trop génériques et qui produisent des normes totalement inadaptées aux spécificités locales. Et là, il y a vraiment une réflexion à se poser. Il y a un élément sur lequel on n'a pas parlé, c'est travailler sur des outils collaboratifs de production urbaine, parce que en fait, ce que ça produit tout ça, c'est le fait que globalement, les modèles, c'est l'outil de médiation entre les chercheurs et les opérateurs. C'est ce qui permet de se parler. Et c'est pas suffisant que ce soit uniquement le modèle. Et comme aujourd'hui, on travaille de moins en moins en recherche fondamentale, comme le disait Taoufik, et qu'on est de plus en plus dans une collaboration entre recherche fondamentale et recherche appliquée, on a besoin de vocabulaire commun, de méthodes de travail communes. C'est un peu ce qu'on essaie de faire. Donc il y a une vraie réflexion de recherche à mener là-dessus. Et puis je terminerai sur un point moi, qui me semble essentiel, c'est des recherches sur les discriminations engendrées par la vie numérique intelligente, parce que à trop faire intelligent, on oublie les plus pauvres. Très bien. Frédéric, est-ce que tu voulais, ou est-ce que la question des blockchains, c'était le sujet, ou est-ce qu'il y en avait un ou deux ?
C'est effectivement le sujet, un peu disruptif quelque part, même si ça fait déjà quelque temps que l'on s'acharne sur ces questions, mais dans d'autres registres. Voilà, je suis aussi allergique quelque part au concept d'une intelligence qu'on rapporterait en fait, l'intelligence rapportée. Il me semble qu'elle devrait être en fait immanente d'une certaine façon. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que demain, ma foi, le mobilier soit équipé de tout ce qu'il faut, etc. Qu'on n'en parle plus en fait. Elle devrait être d'une certaine façon cachée, voilà, intégrée, un peu comme dans les smartphones. Il y a plein de capteurs, mais personne ne le sait. Enfin, on s'en fiche en réalité. Hein, voilà, ça marche. Voilà. Donc en fait, qu'on n'en parle pas, qu'on ne dise pas va falloir faire de l'intelligence, va falloir rapporter en gros un tas de trucs coûteux, etc. Non, ça devrait être en gros gratuit et intégré. Et ça permettrait certainement d'aller dans le sens indiqué par Elias, c'est-à-dire de travailler fortement à ce que les pratiques qui sont aujourd'hui encore peut-être trop coûteuses, qui permettent de réduire le gap entre prédiction et évaluation, se développent. Parce que donc effectivement, c'est de l'innovation frugale au sens où aujourd'hui, les approches qui permettent ça, et c'est possible, on sait le faire, mais sont encore des approches un peu spécialisées. Voilà. Donc rendre très accessible des approches un peu compliquées, voilà, ça c'est également un défi. C'est un véritable défi. Voilà. Merci. Très bien, je propose que ce soit le mot de la fin. Et donc je remercie l'ensemble des intervenants de cette table ronde et souhaite une bonne soirée à chacun d'entre vous. Voilà. Merci.